à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle revue de la semaine. Avant de commencer, je tiens à remercier comme d'habitude toutes les personnes qui ont fait des dons, que ce soit sur PayPal ou sur Tipeee ou encore sur Odyssey, donc merci à Alex et à Pascaline. Je tiens particulièrement à remercier ceux qui font des dons par mois, donc via Tipeee, puisqu'il y a cette option où on peut choisir donc de donner automatiquement par mois. Donc il y en a certains qui m'ont donné 1, 2 ou 3 euros par mois, et je trouve ce principe vraiment bien parce que ça ne demande pas grand chose à chaque personne. Et puis au final, moi, ça m'aide beaucoup si la majorité d'entre vous le fait. Donc vraiment un grand merci, ça m'aide beaucoup et je vous en remercie grandement. Et puis comme à l'habitude, un grand merci à l'équipe des chercheurs d'or qui fait encore un travail exceptionnel cette semaine. Et juste avant de commencer, donc on va reparler un petit peu de la censure puisque j'ai été donc encore une fois censuré sur YouTube et sur ma chaîne YouTube Secours avec à peine 1000 abonnés. Donc vidéo supprimée et puis 2 semaines de sanctions sur ma chaîne principale. Et donc je tiens à m'en excuser puisque j'ai apparemment transmis des informations médicales incorrectes. Donc je m'en excuse. Bon, en tout cas, c'est très risible parce que je fais que de lire des articles. Ça veut dire que les articles, les médias ont le droit de le dire dans des articles. Mais moi, si je lis l'article donc dans ma vidéo, eh ben, je me fais censurer. Donc c'est quand même assez ironique. En tout cas, je vous encourage à venir tous me rejoindre sur Odyssey, qui est actuellement la seule plateforme où je peux être rémunéré. Donc merci à vous de me rejoindre là-dessus. Et puis je tiens aussi à vous remercier donc, pour la dernière revue de la semaine, donc du 16 avril, perte de contrôle de l'État profond, contre-plan donc des Patriotes Est, la levée du voile. Pratiquement 13 000 vues à l'heure à laquelle je tourne, et puis encore plus de 3 000 sur Rumble, donc 16 000 vues au total. Franchement, merci beaucoup. Et c'est parti, on commence avec le Covid. Voilà, et dans cette revue, vous allez voir qu'il y a encore pas mal d'informations qui sortent, donc il faut vraiment qu'on continue de partager, de diffuser l'information un maximum. Le barrage est vraiment en train de se fissurer de partout, et j'adore cette image, donc la vérité en haut, donc les médias avec le barrage et le peuple en bas. Voilà, avec toutes les informations qu'on partage, on est vraiment en train de fissurer ce barrage qui va bientôt s'écrouler, c'est inévitable, et ça va vraiment faire du bien, donc continuons. Et on commence avec donc le PDG de Pfizer qui dit que les gens auront probablement besoin d'une 3e dose donc de vaccin Covid-19 dans les 12 mois suivant la vaccination complète. Voilà, donc encore une fois, ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'il va falloir une 3e, une 4e dose, une 5e dose. On va aussi raccourcir à mon avis les temps entre chaque dose. Pour le moment, donc c'est des temps de 12 mois, mais bon, à mon avis, ça va être vite réduit à 6 mois, voire même moins. Et on commence à comprendre que derrière ça, il y a clairement des conflits d'intérêts. Donc on imagine 7 milliards de doses, donc pour une dose pour chaque habitant. Et puis ensuite on se dit ouais, mais si on peut la cumuler en fait et donc faire une vaccination qui revient tous les temps de mois, et bien au final ça devient très très rentable pour donc les laboratoires pharmaceutiques. Et puis tout ça est à mettre en lien avec le passeport puisqu'il faudra à chaque fois donc revenir se faire vacciner pour pouvoir avoir le tampon sur le passeport pour pouvoir prendre l'avion par exemple. Alors sinon, donc on a la directrice donc de l'agence danoise des médicaments qui s'est évanouie donc mercredi 14 avril lors de la conférence de presse au cours de laquelle elle avait annoncé donc l'arrêt de la vaccination donc AstraZeneca au Danemark. Et elle avait été vaccinée le 29 mars. Voilà, alors je n'ai pas l'information de quel vaccin elle avait parce que j'ai des informations qui montrent que c'était soit AstraZeneca, soit Pfizer. En tout cas, l'image est assez frappante. Mais bon, en France, on continue de tout miser sur la vaccination. Alors, on va revenir un petit peu sur Raoult puisqu'il a sorti pas mal de choses intéressantes ces derniers temps. Donc, je ne me prends pas pour un prophète. Didier Raoult défend à nouveau l'hydroxychloroquine. Donc, 1 an après le début de la pandémie, donc Didier Raoult continue d'insister sur l'efficacité donc, de l'hydroxychloroquine, bien que certaines études prouvent le contraire. Donc c'est ce qu'on va voir après. Donc dans une interview à BFM TV, le microbiologiste assure que la confirmation de ses propos est une question de temps. Tout d'abord, il nous dit « On verra la durée de vie du vaccin. Il y a des variants qui résistent à un certain nombre de vaccins. C'est pour cela que je dis que le vaccin n'est pas une baguette magique. Effectivement, on l'a vu et revu, on peut attraper le Covid, on peut le retransmettre, en tout cas le vaccin n'est pas du tout une porte de sortie. » Et donc on va écouter ce qu'il nous dit donc, dans cette interview. Et je crois quand même que ça, je continue à penser que c'est une erreur de ne pas soigner les gens. Voilà. Et d'ailleurs, je suis content que... On parlait des traitements. Oui. On ne traite pas assez cette maladie. Je pense que non seulement ils ne traitaient pas, mais on leur disait restez à la maison, on ne voyait même pas de médecin. Ouais. Moi, j'ai eu des ennuis quand même à cause de ça, parce que y a des médecins qui comprenaient, lui dit qu'il faut soigner les gens, et les malades nous disent pourquoi vous ne voulez pas me soigner, alors que le gouvernement nous dit qu'il ne faut pas les soigner quand même. Donc, si vous voulez, c'est pas moi qui ai changé d'ailleurs. Maintenant, le ministre dit comme moi, je suis content. Dit attendez, les médecins doivent aller voir les malades, ils doivent les soigner, éventuellement les anticoaguler, éventuellement leur donner de l'oxygène, leur donner des antibiotiques. D'accord. Il y a un point sur lequel on n'est pas encore d'accord, mais on finira par être d'accord, c'est que l'hydroxychloroquine change le pronostic des gens aussi. Ça, vous n'avez pas changé d'avis là-dessus? Non, mais vous savez, on peut répéter en boucle ça en France ou en Europe de l'Ouest. Vous savez, il est sorti là 2 études dans les 15 jours, une en Iran sur 28 000 malades
la nôtre qu'on vient de soumettre sur 11 000 malades, une autre en Arabie Saoudite sur 5 000 malades, avec les mêmes résultats, ça diminue de 75% le risque de mort. Donc après... À quel moment vous l'administrez, selon vous? On l'administre à tous les moments, mais on l'administre en ambulatoire en particulier, et ça a un effet en ambulatoire que tout le monde retrouve. Donc, si vous voulez, vous savez, je vous l'ai dit, mon temps et votre temps n'est pas vraiment le même. Moi, vous savez, il y a des domaines scientifiques sur lesquels je me suis disputé. Il a fallu 17 ans pour que les gens soient d'accord. Hein. Donc, vous avez cité des études. Vous savez aussi qu'il y a des études qui disent que l'hydroxychloroquine est inefficace. Dans toutes la les revue études, Clinical Microbiology and Infection, le journal officiel de la Société européenne de microbiologie, toutes les études. Non, toutes les études. Tout, on le fait, on a fait les analyses extrêmement précises de ça. Toutes les études qui montrent que ça marche pas sont liées avec des gens qui ont des conflits d'intérêts avec Gilead. 100%. Voilà, donc là Raoult clarifie très clairement les choses. 100% des études contre l'hydroxychloroquine ont des liens d'intérêt avec Gilead, ont des conflits d'intérêt. Donc voilà, il a vraiment tout dit. Il a dit aussi donc que l'hydroxychloroquine pouvait être efficace à 75%. En tout cas, il continue, il martèle et c'est très bien parce que voilà, il passe sur BFM TV, ça va toucher une audience assez large et des personnes qui se posent peut-être encore des questions. Et on continue avec Raoult puisqu'il affirme aussi donc avoir des preuves que le remdesivir favorise l'apparition de variants. Il affirme disposer de preuves que cette molécule entraîne des mutations extrêmement facilement. Et il nous rappelle encore une fois, quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais à trouver quelque chose de plus efficace que l'hydroxychloroquine. Et donc en fin de vidéo, Didier Raoult revient sur le remdesivir dont il assure avoir des évidences aussi bien cliniques, médicales qu'en laboratoire. Qu'il entraîne des mutations extrêmement facilement sur le coronavirus, pointant son inefficacité, il suggère d'interdire son usage pour ne pas avoir de nouveaux variants. C'est fort hein, ce qu'il nous dit là quand même Didier Raoult. En tout cas, vous avez le remdesivir qui coûte à peu près 1000 €, et puis vous avez les autres, comme la chloroquine, qui coûtent pratiquement que dalle, quoi. Donc on voit qu'il y a vraiment du conflit d'intérêts, c'est ce qu'il nous dit, avec les études et avec les médicaments. Alors on a François Asselineau qui nous met 3 comparaisons donc, de courbes de mortalité par jour en termes de Covid. Donc du 1er mars 2020 au 12 avril 2021, on voit la France qui est en marron, on voit le Maroc qui est en bleu et le Sénégal qui est en vert. Alors eux, donc le Maroc et le Sénégal, ont commis l'erreur d'écouter donc le professeur Raoult et d'utiliser massivement l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Au Maroc et au Sénégal, le Covid, c'est rien, quoi. Il y a vraiment rien, pratiquement. Et nous, en France, c'est carrément le drame. Donc voilà, malgré les études, malgré les exemples qu'il peut y avoir dans d'autres pays, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine sont toujours perçus comme une théorie du complot qui pourrait marcher pour le Covid. En France, c'est quand même incroyable, quoi. Et on va revenir avec d'autres chiffres. Donc une pandémie où des pays vivent normalement aujourd'hui, et où d'autres crèvent le plafond en termes de tests positifs, et pas des cas, hein. Soit le virus s'arrête aux frontières, soit on nous prend encore pour des cons avec ces tests, donc on parle bien d'une pandémie ici. En effet, en nombre de cas confirmés pour 1 million de personnes par jour, donc moyenne sur les 7 jours précédents au 15 avril, Royaume-Uni on a 23,5, l'Espagne on a 183,5, l'Allemagne 244,6, la Suisse 250,4, l'Italie 256,5 et nous en France on crève le plafond, on est x2 donc par rapport à l'Italie par exemple, donc 521,3 donc source du Parisien. Voilà, encore une fois, on pourrait parler donc du nombre de cycles, hein, sur le fait que la France donc ne divulgue pas le nombre de cycles pour les tests PCR. Il faudrait peut-être les divulguer parce que ça expliquerait peut-être cette différence de nombre de cas donc entre les différents pays. Hein, là, il y a une différence énorme par rapport au Royaume-Uni et même par rapport à tous les autres pays. Donc soit nous, on va chercher plus loin dans les tests PCR, soit on peut pas expliquer ces chiffres. Alors on a un article de Sky News, donc l'Institut de virologie de Wuhan est très probablement la source du Covid-19. Vous voyez que c'est pas un site complotisme.com. Donc l'ancien enquêteur principal qui a dirigé un groupe de travail pour le gouvernement américain sur les origines du Covid-19 a déclaré que le virus pouvait être le résultat d'un travail effectué pour un programme d'armes biologiques à Wuhan. David Asher, un membre désormais senior de l'Institut Hudson, a parlé donc à Sky News des enquêtes sur les origines du Covid-19 et des soupçons quant à lui qui aurait pu être infecté donc pour la première fois par le virus à Wuhan. Et donc le vaccin éventuel était potentiellement en cours de développement en tant qu'antidote à un bioréservoir, a-t-il déclaré. Et il nous dit qu'il va y avoir besoin donc d'une énorme enquête mondiale, bien au-delà de l'OMS bien sûr, qui elle statue toujours qu'il n'y a aucune preuve donc d'une origine humaine. Et donc il a déclaré que des événements et des informations sont apparus qui nous ont fait sentir que l'Institut de Wuhan était très probablement la source de l'épidémie de Covid. Voilà, donc on peut en parler sur Sky News, mais on peut pas en parler sur YouTube, ou on peut pas en parler en France. Ça c'est quand même assez incroyable. Alors Réinfo Covid qui nous a mis un article très intéressant donc sur les ARN messagers vaccinaux qui atteignent
les organes reproducteurs. Donc ça, j'ai vu beaucoup d'informations passer là-dessus, mais c'était toujours des sources un petit peu étranges, donc j'attendais d'avoir une source un peu plus claire. Donc là, c'est Réinfo Covid, donc c'est quand même une source intéressante. Et donc par l'équipe scientifique de Réinfo Covid, donc l'INSERM se veut rassurant sur la possibilité d'intégration donc de l'ARN messager vaccinal dans le génome humain, considérant que l'ARN vaccinal ne peut atteindre les organes reproducteurs, testicules et ovaires. Pourtant, les AMM conditionnels du vaccin Pfizer-BioNTech et Moderna montrent le contraire. Et on va voir en fait que les ARN messagers vaccinaux se distribuent dans une grande variété d'organes, dont les organes reproducteurs ou gonades. Et donc, à la page 54 de l'AMM conditionnel du vaccin Pfizer-BioNTech, il est clairement noté que les ARN encapsulés dans des nanoparticules lipidiques atteignent de nombreux organes, la rate, le cœur, les reins, les poumons et le cerveau. Les ARN messagers ont été retrouvés dans les ovaires et les testicules en quantité faible lors des études de biodistribution de ce vaccin. Et donc on a l'extrait ici. Et on a aussi dans le paragraphe sur la biodistribution de l'AMM conditionnel, pages 47 et 52 du vaccin Moderna, on nous apprend que les ARN vaccinaux sont détectables dans une grande variété d'organes, le cerveau, le cœur, le poumon, les yeux, les testicules. Il est impossible par contre de connaître la biodisponibilité dans les ovaires, car aucun rat femelle n'a été inclus dans l'étude de biodistribution du vaccin Moderna. Donc par exemple, pour Moderna, on a la confirmation donc écrite que ça peut atteindre les testicules, et par contre on n'a aucune idée concernant les ovaires. Je sais pas si c'est censé nous rassurer. En tout cas, les concentrations d'ARN messagers sont plus importantes dans la rate et les yeux par rapport au plasma. Et donc ils passent aussi la barrière hémato-encéphalique et atteignent le cerveau, extrait page 52, donc pour le vaccin Moderna. Donc la conclusion, c'est que les ARN messagers vaccinaux se distribuent dans une grande variété d'organes, dont les organes reproducteurs ou gonades. L'INSERM a-t-il lu l'autorisation de mise sur le marché conditionnel des vaccins, Pfizer, BioNTech et Moderna, pour être passé à côté de cette information qui est quand même essentielle? Soit l'INSERM n'a pas connaissance de ces éléments scientifiques et c'est grave, soit elle en a conscience, mais en fait une omission volontaire dans ses publications. Et là, c'est encore plus grave. Donc cet organisme veut-il faussement rassurer les médecins et les patients? Quelle qu'en soit la raison, peut-on encore avoir confiance en l'INSERM? Voilà, donc en tout cas un bel article donc de Réinfo Covid qui nous parle donc des ARN messagers vaccinaux qui atteignent les organes reproducteurs. Alors on a un article Le Point, AstraZeneca, donc seuls 50 volontaires pour 4000 doses à Nice, donc le centre de vaccination dédié ce week-end aux enseignants et policiers a été contraint de fermer ses portes en avance, explique France 3. On est bien content, il y a de moins en moins de gens qui vont se faire vacciner, donc ça c'est super. Et donc on nous dit des gens ont fait demi-tour quand ils ont appris que c'était l'AstraZeneca. Alors on va le voir juste après. Le fait que ça soit AstraZeneca ne veut pas dire que c'est le pire, puisqu'on va voir, il y a aussi des statistiques très intéressantes et très inquiétantes plutôt donc sur ces autres vaccins. En effet, on a l'université Oxford qui a publié une étude importante basée sur plus de 489 000 receveurs de vaccins à ARN messager, qui montre que le risque de thrombose de la veine porte semble être 30 fois plus élevé avec les vaccins à ARN messager, Pfizer et Moderna, qu'avec AstraZeneca. Pourquoi ça ne fait pas la une dans les journaux? Et donc là, c'est Sputnik 5 qui nous le retransmet. Et donc ici, vous avez l'AstraZeneca qui a un taux ridicule, et c'est ce qu'on avait vu l'autre fois, pour, je sais plus, je crois que c'était 7 cas de thrombose pour des millions de vaccinés, pour 7 millions de vaccinés, ils avaient arrêté AstraZeneca. Donc on se rend bien compte que là, on a un jeu commercial qui est derrière tout ça, c'est-à-dire de focaliser l'attention sur AstraZeneca, dire attention, il y a beaucoup de cas de thrombose, faut plus aller se faire vacciner à AstraZeneca, sauf que c'était un des seuls autorisés qui n'a pas l'ARN messager. Or, si on regarde ici les vaccins à ARN messager, on voit qu'on est largement supérieur à l'AstraZeneca. Alors, il faut juste dire qu'on a bien regroupé Pfizer et Moderna, mais en tout cas, vous voyez que la différence, elle est énorme. Alors, pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur AstraZeneca qui représente seulement ces chiffres ici, et pourquoi on ne met pas l'accent sur les vaccins à ARN messager? Tout simplement parce que c'est une stratégie commerciale pour inciter les gens à aller se faire vacciner avec l'ARN messager. Alors on a un nouvel article du Gateway qui nous dit les résultats de l'étude de Stanford, les masques faciaux sont inefficaces pour bloquer la transmission du Covid et peuvent en fait causer une détérioration de la santé et une mort prématurée. Alors là ils ont mis une belle photo avec le docteur Fauci qui nous disait qu'il fallait porter 2 masques et puis ensuite peut-être plus encore. Donc là il a toute la panoplie mais ça ne sert absolument à rien. Donc une étude récente de Stanford publiée par le NCBI qui relève des National Institutes of Health qui a montré que les masques ne font absolument rien donc pour empêcher la propagation du Covid-19 et que leur utilisation est même nocive. Et on nous dit bien que les preuves scientifiques soutenant l'efficacité des masques faciaux manquent, on n'a aucune preuve scientifique, ils nous ont dit qu'il faut porter le masque, mais on nous a pas montré une seule étude qui nous montrait que ça pouvait être bénéfique et à combien de pourcents ça pouvait être bénéfique.
Mais par contre, on a des effets physiologiques et psychologiques et même sanitaires qui sont néfastes et qui sont déjà établis. Et donc les données suggèrent que les masques faciaux médicaux et non médicaux sont inefficaces pour bloquer la transmission interhumaine de maladies virales et infectieuses telles que le SARS-CoV-2 et le Covid-19, soutenant contre l'utilisation des masques faciaux. Voilà, donc on a mis 1 an et demi donc à comprendre que finalement les masques c'était pas utile alors que c'était marqué sur la boîte. Donc en fait, voilà, on vient seulement de s'en rendre compte. Et donc quelle blague absolue, l'Amérique a été conduite sur une voie insensée de porter des masques qui, selon cette étude, n'empêchent pas la transmission du Covid-19 et causent plus de risques pour la santé que jamais imaginé. Et malgré toutes ces études, donc on a Karine Lacombe qui vient sur France Info ce matin et donc qui nous répond à la question « Quand pourra-t-on enlever le masque en France ?» Eh bien, ça sera très compliqué, probablement pas avant 2022. Et puis en 2022, on vous dira 2023. Donc il n'y a pas de fin à tout ça, malgré toutes les études qui nous montrent que ce n'est absolument pas efficace. Et on continue avec les masques, puisque faut-il interdire les masques contenant du graphène ? Donc là, c'est 4 ONG qui réclament l'interdiction de masques contenant du graphène, un nanomatériau aux propriétés virucides mais potentiellement toxiques lorsqu'il est inhalé. Donc des masques virucides mais potentiellement dangereux. Mais malgré ces alertes, on a toujours des masques qui sont commercialisés en Europe. Faut-il aussi rappeler les masques qui avaient été donnés aux enseignants qui étaient toxiques ? En tout cas, on a plus d'informations qui nous montrent que les masques sont dangereux pour la santé que des études qui nous montrent que les masques sont utiles pour le Covid-19. C'est quand même ça qui est incroyable. Alors comment les stations de ski en Suisse ont snobé le virus ? Article du Point. Donc pari risqué mais réussi pour le gouvernement suisse. Malgré le Covid-19, les stations de ski affichent un bilan presque satisfaisant. Et donc, aucun foyer de contamination ne s'est déclaré dans les sommets enneigés. Mais nous, voisins allemands et français et italiens, nous, on a fait le choix de tout fermer. Encore une fois, sans preuves, sans études qui pourraient nous montrer qu'il va y avoir de la contamination au niveau du ski. Et là, on se rend compte que la Suisse, elle a fait le pari donc de laisser ouvert et qu'elle a rien vu en termes de contamination. Donc, on nous a encore pris pour des cons. Mais surtout, c'est grave pour l'économie au niveau des stations de ski, quoi. Donc, en fait, on a le gouvernement qui décrète des choses sans avoir aucune preuve. Et même si on a des exemples, donc d'autres pays qui font autrement et qui marchent, nous, on se remet jamais en question. Alors, le double mutant indien de la Covid-19. Alors moi, ça m'étonne un petit peu que ce mutant, il arrive en Inde, parce que l'Inde, c'était un des pays donc, où il y avait très très peu de morts, très très peu de contamination. Donc il y avait des statistiques très intéressantes, puisqu'en plus, ils se soignaient à l'hydroxychloroquine. Et là, bam, pas de bol, ils ont un double mutant qui arrive chez eux. Donc nommé B1-617, donc ce serait déjà répandu sur tout le continent. Donc il est le résultat de 15 mutations d'acides aminés. Voilà, donc ça surprend personne qu'il y ait autant de mutations, mais bon. Et on nous dit donc il est plus contagieux et résisterait aux anticorps. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a un nouveau variant, il nous donne de nouvelles qualités, il est invisible, il est plus contagieux, mais à aucun moment on nous dit il va faire plus de morts. Donc tout ça c'est quand même assez drôle. Et on nous dit donc il peut être résistant à la vaccination ou au traitement, explique Karine Lacombe. La même qui nous dit qu'il faut aller se faire vacciner, eh bien elle nous dit en fait ce mutant-là qui va arriver en France, elle le dit ensuite, il va arriver en France mais il résiste à la vaccination. Mais même au traitement, c'est ça qui est incroyable. Donc il y a bien des traitements qui existent, Karine Lacombe. Allez, des petites nouvelles de Greta Thunberg qui, après être spécialiste donc dans l'écologie et dans le climat, donc elle s'engage auprès de l'OMS contre l'inégalité vaccinale. Voilà, elle qui n'a aucun diplôme dans le domaine, qui vient nous dire qu'il faut que tout le monde ait accès de manière égale à la vaccination. Encore une fois, si on a bien compris tout ce qui se passait avec Greta Thunberg, on se rend compte que c'est bien une marionnette de l'état profond et qu'elle est là sur tous les sujets importants de l'état profond, c'est-à-dire le changement climatique, le vaccin, et elle a aucune compétence pour parler de tout ça, mais elle a quand même tous les médias qui vont parler de ce qu'elle dit. Donc on a des professeurs comme Didier Raoult, le professeur Perron qui sont décrits comme des médecins controversés, mais par contre Greta Thunberg, elle peut s'exprimer sur le sujet sans aucun problème. Allez, on passe à la France. Allez, on commence avec la vaccination. Donc si les détenus ont le droit de refuser la vaccination, j'espère que les Français non détenus en prison ont les mêmes droits. Puisqu'en effet, 2260 détenus sont aujourd'hui vaccinés sur 64 000. Les détenus ne sont pas des cobayes. Ils ont le droit de refuser la vaccination, c'est une question de dignité, affirme Éric Dupond-Moretti. Quelle grosse blague. Quelle grosse blague, pourquoi ? Parce que dans le même temps, on a des sondages, donc sur Le Point par exemple, faut-il rendre la vaccination contre le Covid obligatoire pour tous les Français ?
Donc apparemment, il faudrait être en prison pour éviter le vaccin. Donc la réponse, elle est assez claire, hein, non. 87,5% sur sondage de Le Point avec plus de 10 000 votes. Donc voilà ce que vous répondent les Français sur la vaccination obligatoire, messieurs. Mais du coup, l'Express réagit, donc Covid-19, hésitant, anti-vax et complotiste, risque de retarder l'immunité collective. Qui sont les nombreux Français qui hésitent à se faire vacciner? Et surtout, comment les convaincre? C'est la plus importante bataille à venir. Donc selon l'Express, l'espoir repose principalement sur les vaccins. Et oui, l'Express ne connaît pas les traitements et il n'en parle jamais, c'est ça qui est dommage. Mais du coup, l'Express, ils sont un peu dégoûtés parce que pour le moment, il n'y a que 5,7% de la population française, soit 3,8 millions de personnes, qui ont reçu au moins 2 doses nécessaires à une protection optimale. Sauf que cette protection optimale, vous pouvez changer votre article, l'Express, puisqu'il faut maintenant une 3e dose. Hein. Donc il en faudrait plus de 70% pour atteindre l'immunité collective. Encore une fois, pourquoi demander à toute la population française de se vacciner si les vaccinés sont sûrs de ne pas attraper le Covid? Et du coup, les différentes études que nous avons menées montrent qu'il y a plus de 50% de Français qui ont des doutes ou des réticences sur la vaccination en général. Et les intentions de vaccination contre le Covid-19 se situent autour de 65%. Et donc selon Antoine Bristiel, donc professeur de sciences sociales, spécialiste du complotisme, hein, apparemment ça existe, et de la défiance envers les institutions, donc il nous dit qu'il va falloir convaincre un petit peu les réticents. Alors, complotistes et anti-vax, magma flou de radicaux. Alors voilà, maintenant on est des radicaux, on a changé de catégorie, on est des radicaux, merci l'Express pour cette insulte. Alors on nous dit qu'en fait il y a une frontière qui est assez poreuse entre anti-vax et complotisme. Alors il nous explique ça, regardez bien. Donc la pensée anti-vax peut faire partie d'une attitude complotiste globale consistant à rejeter les vaccins au même titre que le réchauffement climatique, la rotondité de la Terre ou l'implication d'Al-Qaïda dans les attentats du 11 septembre. Donc eux ils sont quand même super forts. Ils arrivent à mettre des gens qui sont pas d'accord pour se faire vacciner pour le Covid dans la même case que des gens qui disent que la Terre n'est pas ronde et tous ceux donc qui ne croient pas en la version officielle des attentats du 11 septembre. Alors je vois pas quel est le rapport en fait. Donc mais la pensée anti-vax peut se réduire plus spécifiquement à la question des vaccins en tant que tels. Et donc selon Antoine Bristel, rappeler que les vaccins n'empêchent pas seulement les formes graves mais aussi la transmission, merci de le rappeler, hein, peut constituer un moyen de convaincre les jeunes adultes puisque cela leur suggère qu'en se vaccinant, ils protégeront les autres. Mais en quoi on protège les autres si on peut quand même attraper le virus, le transmettre et avoir une forme grave? Un autre moyen est de rappeler que si l'épidémie se termine, il sera possible de mener une vie normale de nouveau. Voilà, donc eux, ils y croient, hein, à la vie normale. À ce titre, les images des bars et restaurants qui rouvrent en Israël sont la meilleure publicité pour la vaccination. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne nous montrent pas les bracelets électroniques qu'il y a en Israël, ce genre de choses. Pour eux, c'est la vie normale et il n'y a pas besoin de le citer ici. Voilà, en tout cas un sacré article de l'Express qui arrive à monter donc une partie de la population française contre une autre, sans du coup viser le gouvernement qui a réduit le nombre de lits, qui ne s'est jamais intéressé au traitement, et puis j'en passe des meilleurs hein, bien sûr, et qui ne s'intéresse pas donc aux études contre le port du masque ou contre le confinement ou contre le couvre-feu. Si on n'arrive pas à endiguer cette épidémie, c'est à cause donc des anti-vaccins, des hésitants et des complotistes, qui croient tous que la Terre est plate. Merci pour cet article super digne des meilleurs journalistes français. Et d'ailleurs, Covid, faut-il vacciner les enfants et les adolescents? Ça y est, ça vient sur la table. Donc 12 millions, c'est le nombre de scolaires, donc écoliers, collégiens et lycéens, en France, soit 20% de la population qui aujourd'hui n'est pas inclus dans les projets vaccinaux contre le Covid. Faudra-t-il à terme les ajouter au calendrier vaccinal? Il y a combien de personnes qui sont mortes du Covid qui ont cette tranche d'âge, que ce soit des écoliers, des collégiens ou des lycéens? Pourquoi est-ce qu'on voudrait vacciner 12 millions donc de jeunes alors qu'on sait qu'ils ne sont pratiquement pas touchés par le Covid? C'est quand même une question qu'on pourrait se poser, quoi. Et on continue, le Sénat qui envisage de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. 68% des professionnels de santé ont reçu leur première dose. Et du coup, ça les emmerde parce qu'il y a encore 32% qui ne veulent absolument pas se faire vacciner. Mais c'est pas tout, on a donc des personnages qui viennent sur les plateaux télé et qui viennent infantiliser donc les parents et en plus endoctriner les enfants. Et suite au fait qu'on commence à s'attaquer donc aux enfants, à vouloir les vacciner, et donc il y a un hashtag qui s'est lancé, donc touche pas à mes enfants, et c'est vrai que ça monte pas mal dans les réseaux sociaux. Allez, on écoute cet ignoble personnage. Je voudrais vous dire que, pour reprendre ça, c'est absolument capital. J'ai osé mettre sur Insta une photo avec des enfants masqués, et j'ai mis « Je ne tue pas mamie, je ne tue pas papy ». Je me suis fait insulter. C'était évidemment un message que je voulais d'éducation pour dire « Mais les enfants sont capables de comprendre ». Eh bien, ça passe pas bien, et je suis d'accord, c'est absolument capital. Les enfants peuvent comprendre. Insulter pourquoi? Parce que les gens m'ont dit que c'était honteux, et je vous en passe, que c'était honteux, et qu'il ne fallait pas traumatiser les enfants, etc. Alors le message, c'était, il faut leur dire la vérité.
D'ailleurs, est-ce que dans les écoles, on leur fait des cours? Oui et non, dans plein d'écoles. Donc oui, il va falloir que les enfants soient... En fait, c'est des très bons vecteurs, les enfants. Magnifiques vecteurs de tout, en fait. Eh bien, les enfants, il faut leur apprendre et ils vont aller apprendre aux parents. Oui. J'engage les écoles pour faire ça. Vous avez entendu, hein? Les enfants vont aller apprendre aux parents. Voilà, donc en tant qu'adulte, on n'est pas assez intelligent donc pour pouvoir comprendre ce qui se passe, hein, selon ce monsieur. Et du coup, lui, il incite, hein, il endoctrine tous les enfants à garder le masque, hein, et lui vient sur les plateaux télé, donc dans un lieu clos, hein, sans masque, sans rien, donc lui, ça lui pose pas de problème en tout cas. On voit que c'est toujours dans le même sens. Mais là, l'infantilisation des parents, c'est quand même assez grave, là, ce qui se passe quand même, hein. Et chose encore assez grave, donc, Covid vers une anonymisation des doses de vaccins en France. Alors on nous dit alors que la méfiance des Français grandit face à certains vaccins anti-Covid, Europe 1 rapporte que le ministère de la Santé envisagerait de mettre en place une anonymisation des doses et donc de ne plus communiquer en amont le nom du vaccin administré à la personne lors de la prise de rendez-vous. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que chaque vaccin a des effets secondaires, c'est-à-dire qu'on pourrait même plus savoir sur quel vaccin on va être injecté et donc quel effet secondaire on peut prétendre. Et puis surtout, savoir est-ce qu'on va avoir un ARN messager qui va être donc dans le vaccin ou pas, parce que c'est surtout ça la question. Donc là, c'est une stratégie qui commence à se montrer en fait, à être visible. C'est on est parti donc sur l'AstraZeneca, attention, c'est un vaccin très dangereux, il y a des cas de thrombose, alors qu'on a vu qu'il y avait plus de cas de thrombose pour les vaccins BioNTech et Moderna. Et donc, on a pris cet exemple-là pour dire « Ah, attendez, maintenant, il n'y a plus personne qui veut se faire vacciner contre AstraZeneca. Du coup, on va enlever toutes les étiquettes et comme ça, on va vous vacciner, vous saurez plus ce que c'est. » Du coup, c'est le meilleur moyen donc de faire passer tout le monde en ARN messager. Magnifique stratégie. Alors maintenant, on va venir sur le pass sanitaire. Donc, le pass sanitaire reste une option sur la table, selon Gabriel Attal. Nouveau revirement du gouvernement qui ressort le passeport sanitaire, alors qu'on nous avait dit qu'il n'y aura pas de passeport sanitaire. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'UE qui pousse dans ce sens, hein, l'Union Européenne qui pousse tous les pays à instaurer ce passeport sanitaire, alors que l'OMS ne le recommande pas, alors que les États-Unis ont dit qu'ils ne le mettraient pas en place, eh bien l'Union Européenne, elle, veut le mettre en place. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on a le syndicat des cafés, des hôtels et des restaurants indépendants qui refusent le pass sanitaire pour y accéder. Donc ça, franchement, bravo. Il faut vraiment que tout le monde le refuse. Si tout le monde le refuse, c'est simple, personne n'aura à le subir. C'est ça qu'il faut se dire. Et puis on termine donc avec des sondages qui sont encore là. Donc êtes-vous favorable à l'instauration d'un pass sanitaire en France? Donc ça c'est sur Actu Orange, donc avec 66 580 votants. Et donc la réponse est non à 73%, mais ça veut pas dire que le gouvernement entend ça et qu'il va dire ok, il y a l'air d'avoir une majorité de Français qui est contre. Encore une fois, là c'est un sondage, mais pourquoi est-ce qu'on ne lance pas un référendum s'ils savent que les Français vont être d'accord pour l'instauration d'un pass sanitaire? Et d'ailleurs, avec son pass sanitaire, la France ouvre la voie au dispositif européen. L'application Tous Anti-Covid permettra de stocker la preuve d'un résultat négatif de test antigénique ou PCR. Une expérimentation donc doit débuter au contrôle de vol à destination de la Corse puis de l'outre-mer. Et donc voilà, on a un motif de satisfaction, hein. La France est devenue lundi 19 avril le premier pays à adopter le modèle de certification électronique des tests de dépistage et d'attestation de vaccination contre le Covid-19. C'est pas beau ça? Et donc on nous donne bien sûr l'argument, hein, oh mais il y a le Danemark qui l'a fait aussi, donc faut qu'on le fasse. Est-ce qu'on parle de tous les pays qui l'ont refusé, de tous les États aux États-Unis qui sont en train de le refuser? Non, on nous donne comme seul exemple le seul pays qui l'a déjà installé. Et donc il va y avoir une extension à la vaccination donc dans ce dispositif le 29 avril. Donc le combat du pass sanitaire n'est pas terminé, il commence seulement, il va falloir se battre contre ça un maximum. Allez, pour alléger un petit peu l'ambiance, pour rajouter un petit peu d'humour dans ce monde de brut, donc ça ce sera nous entrant dans un camp d'isolement après avoir refusé le vaccin. Alors sinon, on a l'Assemblée nationale qui vient d'adopter définitivement la proposition de loi controversée sur la sécurité globale par 75 voix pour et 33 contre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait 80% des députés qui étaient absents lors du vote. Pour une loi aussi importante que celle sur la sécurité globale, on a 80% des députés qui sont absents lors du vote. Et après, on a des médias qui viennent nous taper dessus, complotistes, ils n'ont plus confiance aux institutions. Comment voulez-vous avoir confiance dans les institutions, et notamment là, ici, dans les députés et dans le Sénat donc, quand on a 80% donc, de l'hémicycle qui n'est pas là pour un vote aussi important sur la sécurité globale. C'est juste aberrant.
Donc tous ces députés se rendent complices de cette loi sécurité globale. Toutes les soi-disant oppositions qu'on nous décrit à la télé, finalement il n'y en a pas d'opposition puisque sur des lois aussi importantes concernant la liberté en France, eh bien on est absent lors des votes. Allez, on va rigoler encore un petit peu. Donc en pleine polémique donc sur les dîners clandestins, Mediapart révèle donc que la sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam a pu déjeuner mercredi dans le palace parisien Le Meurice. Interrogée à la sortie, la sénatrice explique qu'elle ignorait que c'était interdit. C'est pas beau ça? À partir du moment où c'est un déjeuner privé d'une personne, c'est un déjeuner de travail pour 2 personnes, ça ne se passe pas au restaurant qui est fermé, mais dans un salon, oui bien sûr. Alors ça c'est interdit, vous le saviez pas? Pardon? Ah c'est magique quand même, il n'y a pas à dire. Alors, essai thérapeutique sauvage, le professeur Fourtillan a été incarcéré, donc figure Covid sceptique majeure, ouais, c'est magnifique comme formulation. Intervenant donc dans le documentaire controversé, Hold Up, le professeur Jean-Bernard Fourtillan a été incarcéré ce samedi. Donc voilà, tout ça, le fait de rajouter sceptique, le fait de rajouter controversé, tout ça nous dit, bon, il a été incarcéré, c'est pas si grave, quoi, parce que c'était un sceptique, un personnage controversé. Mais bon, on est quand même en train donc d'incarcérer des professeurs, sans pour autant donc incarcérer les bonnes personnes, parce que là on est en train d'incarcérer des professeurs, on poursuit aussi certains professeurs en France, et puis en face on a des personnes qui ont des liens d'intérêt et qui eux ne sont absolument pas poursuivis, donc ça c'est quand même assez dramatique. Donc lui, sa seule faute c'est d'avoir dit que le Covid-19 a été fabriqué par l'Institut Pasteur, donc on se rend compte que ça a l'air de chatouiller ça, donc est-ce que c'est la vérité, on ne sait pas. En tout cas il y a beaucoup de personnes qui disent que le Covid-19 a été fabriqué par l'homme, donc ça c'est plutôt entendable on va dire sur internet. Par contre par l'Institut Pasteur, ça a l'air de beaucoup déranger, donc c'est pour ça que Fourtillan a été encore une fois incarcéré. Un gros soutien à lui en tout cas. Alors sinon on a Emmanuel Macron qui a été en visite à Montpellier où il a embarqué donc avec une équipe de la BAC dans une voiture banalisée pour une tournée de 40 minutes sur quelques points chauds de la ville, indique l'Élysée donc au service politique de France Télévisions. Et donc il est arrivé sous les huées donc des personnes qui étaient présentes. Voilà, mais comme Édouard Philippe, c'est-à-dire qu'il y a des personnes en face qui sont en train de le huer, mais lui, il s'en fout, il lève la main, il fait bonjour tout le monde, il fait comme s'il était accueilli à bras ouverts, sauf que c'est pas le cas. Donc voilà, belle propagande aussi d'Emmanuel Macron. Mais ce qui est marrant, c'est que partout où il va, il se fait huer, mais pourtant, dans les sondages, il n'y a pas d'effet. C'est ça qui est assez drôle, c'est que tous les sondages qu'il nous donnent, c'est qu'il est à la limite avec Marine Le Pen. Donc au premier tour, pour l'élection de 2022, il se situerait entre 23 et 28%. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils vont sortir ces chiffres-là, mais en tout cas, le président est aimé selon les médias. Alors sinon, on a Macron qui se dit prêt à sanctionner donc la Russie. Donc selon François Asselineau, le clown de l'Élysée joue les matamors devant une chaîne de télévision. Donc Poutine doit être mort de rire, bien évidemment, ça c'est clair. Et donc dans cette interview, il n'a pas dit que ça, il a dit beaucoup de choses très flippantes. Donc la première, c'est il va falloir déconstruire notre propre histoire. Ça c'est ce que Macron nous dit, donc en évoquant le passé colonial de la France sur CBS. Donc normalement, quand on se présente pour être président de la République ou qu'on veut encore se représenter pour 2022, c'est qu'on a un projet pour la France, qu'on a un projet pour qu'on puisse toujours aller de l'avant, pour toujours progresser, se fixer de nouveaux objectifs. Et bien lui, ses objectifs, c'est de déconstruire notre propre histoire. Donc s'il déconstruit notre propre histoire, en fait, on enlève toute l'identité au peuple français et c'est vraiment ça qu'il veut. Donc c'est vraiment une marionnette de l'État profond. Et dans cette émission, donc, il nous dit pas que ça, il nous dit aussi qu'il va y avoir une levée des restrictions de voyage pour les Américains vaccinés. Il nous dit « Nous travaillons activement à l'élaboration d'une solution concrète, notamment pour les citoyens américains vaccinés qui pourront bénéficier en quelque sorte d'un certificat spécifique. » Et voilà le pass sanitaire qui revient, vous l'avez même pas vu. Donc voilà, les citoyens américains vaccinés, eux, pourront voyager et revenir en France s'ils le souhaitent. Par contre, les Américains non vaccinés ne pourront pas. C'est ce qui est sous-entendu là-dedans. Bravo, la ségrégation. Donc sinon, il a confirmé qu'il allait commencer à lever les restrictions donc début mai en France. Donc le dictateur va pouvoir enlever notre laisse. On va pouvoir peut-être aller un peu plus loin que 10 km. En tout cas, c'est pas encore acté, on verra ça. Mais bon, pour finir sur Macron, on a Mike Lindell, donc qui a effectué une vidéo et qui nous dit qu'il a fait des recherches sur Emmanuel Macron et il nous dit que c'est un homme horrible. Donc ça, il nous apprend rien. Merci Mike Lindell, on était au courant. Et il dit qu'il a des enregistrements de lui. Donc on a hâte de voir ça qui va sortir, j'espère, donc dans les prochains jours, prochaines semaines. En tout cas, ça pourrait être super intéressant de voir ce qu'il a en sa possession. Parce que, à mon avis, il doit y avoir du lourd sur ce personnage. He's over in the UK, I heard. Yes, and yes. We're doing research on him right now. If he's done anything illegal. Macron. Yeah, anything illegal. Don't give his show any
what do you call it? Publicity. Horrible man, horrible man. The stuff he said on the phones, here on the recordings, we're turning him in. He's over there. I have a business over in the UK, and if that's where he's at, we have, I know people over there that law enforcement that if he's done anything, we're checking it out. But we're going to hold people accountable here too, But be aware of fake sites, is what you're saying. Yeah, I'm being aware of fake sites. Et donc il nous dit qu'il va faire des recherches et qu'il a fait des recherches donc sur des choses illégales de Macron. Donc on est pressé de voir ça sortir en tout cas. Alors un grand bravo à monsieur Denis Jacquet, donc auteur du livre Covid, le début de la peur, la fin de la démocratie. Donc il nous rappelle, on ne peut pas prendre en otage 68 millions de Français pour 5000 personnes dans les lits d'hôpitaux. Voilà, super, on écoute. On pouvait excuser quand même beaucoup de choses au démarrage de cette crise et même si j'étais assez critique dès le départ, je pense qu'il faut quand même rester un peu raisonnable. On aurait dû s'inspirer très vite de ce que faisait l'Asie. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait. Il y avait tous les exemples là-bas. Et aujourd'hui, vous le savez, on a 11 morts à Taïwan, on a 35 morts à Hong Kong, au Vietnam. Donc, en réalité, on a très vite vu que les seuls pays qui avaient beaucoup de morts avaient soit un système sanitaire qui malheureusement avait été abandonné, c'est le cas de la France, qui était pas très bon, c'est le cas des États-Unis ou qui était semi-existant, c'est le cas de l'Amérique du Sud. Et effectivement, sans surprise aujourd'hui, les deux continents les pires en termes de mortalité, c'est l'Europe et l'Amérique du Sud. Les autres sont plutôt préservés. Donc moi, la grande question qu'on se pose tous, c'est quand Karim disait très justement ou très diplomatiquement à la fois que la gestion de la crise pouvait être critiquable. Je pense qu'elle a été particulièrement lamentable. C'est-à-dire que on a, pour moi, qui ai passé un an sur ce livre à regarder ce qui se passe dans tous les autres pays, on dit toujours oui, French bashing, on aime se critiquer, etc. On a été dès le départ dans les 17 pires pays en termes de mortalité, en termes de conséquences économiques. Et malheureusement, on va être effectivement dans les pires. Toutes les études le disent maintenant, elles l'indiquent. L'Amérique du Sud et l'Europe seront effectivement les deux continents les plus marqués d'un point de vue économique. Donc je pense que oui, je pense que ça suffit. À un moment donné, avec tout le respect qu'on doit avoir pour ceux qui ont perdu la vie, on ne peut pas prendre en otage pour 5000 personnes dans des lits d'hôpitaux 68 millions de Français, et c'est le cas pour les autres pays aussi. Voilà, un grand bravo à ce monsieur, et comme d'habitude, que ce soit Perron, etc., qui sortent des livres, c'est des personnes qui se battent pour nous, donc si vous pouvez les soutenir, n'hésitez pas à acheter leurs livres, parce que c'est la meilleure façon donc de les soutenir. Bravo à lui. Alors la minute de Ricardo, donc de François, donc pouvoir satanique, comment le chasser? Donc vous avez vu, l'autre fois on avait parlé un petit peu du côté spirituel, et bien même François commence à en parler, donc c'est super important, on écoute ce qu'il a à nous dire. Comme le dit Pierre Hillard, le fond de l'histoire reste forcément religieux. 200 ans après les Lumières, nous voici donc maintenant confrontés, vous voyez plus que jamais, avec ces démons d'opérette. Autrement dit, on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui sans avoir vraiment une dimension, en tout cas me semble-t-il, une vision spirituelle des choses. Je pense comme vous, nous sommes vraiment entrés dans des temps d'apocalypse. Apocalypse signifiant révélation, signifiant déchirement du voile. Tout se passe comme si nous étions finalement dans l'accouchement d'une nouvelle ère. Alors, faut-il en prendre le pli ou au contraire en sortir? En tant que croyant, je sais que la vérité finira par triompher. En face, vous avez le diable qui ne donne jamais son nom quand il arrive quelque part et qui a connu, dans l'histoire de notre pays, il faut le dire, bien des approches différentes. De la crainte obsessionnelle qu'il inspirait, c'était au Moyen-Âge, au culte noir, vous le savez, quelques siècles après, à la redécouverte de son pouvoir mythique, presque romantique au XIXe, eh bien, il a été vénéré ou vilipendé. Aujourd'hui, eh bien, les médias modernes ont contribué tout simplement à banaliser l'image. Ils ont placé ce virus satanique au sein même de toutes nos préoccupations pour immiscer le ver dans le fruit au service du grand reset et tenter de pervertir notre âme. Alors concrètement, je dirais trois choses l'une. Soit on oublie nos vieilles habitudes, on est prêt spirituellement à passer dans une ère nouvelle, c'est la vision un peu New Age. Soit on s'accroche à nos vieilles habitudes, on s'arc-boute, et là on risque de couler avec le reste. Soit on s'en remet à la Providence, tout en révulsant cette contamination extrêmement dangereuse par la fuite spirituelle. On s'évade tout en restant câblé. On rejette cette poubelle de l'âme qui ne cesse de nous envahir. Il faut nous protéger. Comment? À vous de me le dire. Car on le voit, ceux qui gouvernent ce monde aujourd'hui sont des disciples de ce qu'on appelle le supérieur inconnu, en gros Satan, qui depuis 70 ans a créé ce moule qui permet à un groupuscule très riche et très compact de diriger ce monde et d'y instaurer nos élites, qui n'en sont finalement que des émanations. Leur vision est génocidaire. Le diable
Aujourd'hui, c'est une vraie croyance, comme une autre. Et peu importe s'il est honni, craint, respecté, vénéré, il a le droit de citer autant que les autres croyances. C'est la loi de 1905, il a un cadre juridique. D'exaction en profanation, en malversation ou en forfaiture, eh bien, cet environnement sataniste, réel ou virtuel, nous choque profondément, nous et nos familles, et jette le trouble aujourd'hui, vraiment dans l'opinion publique. Le bon petit diable de la comtesse de Ségur est vraiment aujourd'hui passé par là. Le démon peut faire rire ou pleurer, en tout cas à vous de choisir. Voilà, je pense que Ricardo a plutôt bien résumé la situation, hein. La société qu'on nous propose est une société quand même de perversion et voilà, qui est aussi là pour détériorer notre âme, et c'est ce qu'il nous explique très bien dans cette vidéo. Donc il faut vraiment rester concentré là-dessus et vraiment ne pas se laisser influencer. Alors, information totalement autre, donc sésame, riz, thé, plus de 4500 références alimentaires contaminées par une substance cancérigène. Donc ça, c'est un article du Sud-Ouest qui a été paru le 15 avril 2021. Donc je peux pas aller plus loin parce que je ne suis pas abonné à Sud-Ouest. En tout cas, donc depuis septembre dernier, donc la liste des produits alimentaires contaminés par de l'oxyde d'éthylène, un biocide interdit en Europe, s'est considérablement rallongée. 8 mois plus tard, l'enquête se poursuit. Donc dedans, on nous dit chocolat, sauce indienne, épices, muesli. Donc la liste des produits alimentaires signalés car contaminés à l'oxyde d'éthylène n'en finit plus de se rallonger. Voilà, donc malheureusement, je peux pas aller plus loin. En tout cas, c'était pour vous avertir. Donc faites attention, il y en a 4500 références alimentaires qui sont contaminées par une substance cancérigène. Donc ça, c'est assez récent. Et puis pour finir avec la France, donc faillite d'entreprise, donc la déferlante de liquidation a-t-elle commencé ? Donc ça, c'est un article du 15 avril 2021, donc sur la Tribune. On nous dit donc que la deuxième quinzaine de mars semble marquer une inflexion brutale, avec notamment une explosion du taux de liquidation directe d'entreprises en cessation de paiement, selon une analyse publiée ce mercredi par le cabinet d'études Altar. Donc on nous dit qu'on a une hausse de 155% des défaillances fin mars. Donc la deuxième quinzaine de mars a été marquée par une explosion de 155% des défaillances par rapport à la même période de 2020, lors de laquelle le début du premier confinement s'était accompagné d'un gel des procédures du fait de la fermeture des tribunaux. Et on nous dit que c'est aussi en mars qu'émergent les chiffres concrets sur la détresse de certaines entreprises qui se trouvent en cessation de paiement en dépit des dispositifs de soutien public, observe Thierry Millon. Et donc 79%, un taux de liquidation directe jamais vu depuis 20 ans. Le mois dernier, 79% des jugements se sont soldés par une liquidation directe de l'entreprise concernée, un niveau jamais vu donc depuis 20 ans. La stratégie de soutien à l'économie réelle déployée par l'État s'est avérée efficace, permettant à environ 20 000 entreprises mises sous perfusion d'échapper à la défaillance en 2020. Mais on nous dit que nombre d'entreprises risquent d'avoir des difficultés à surmonter le cap de l'allègement puis de l'extinction inéluctable de ces aides. La Banque de France a estimé en début d'année que 4,5 à 6% des prêts garantis par l'État auraient du mal à être remboursés. Par ailleurs, Altar rappelle que les quelques 63 000 entreprises françaises dites zombies, déjà fragiles avant la survenue de la pandémie du Covid, devraient également avoir du mal à survivre sans soutien de l'État. Voilà, donc en tout cas un gros courage donc à toutes les entreprises, à tous les chefs d'entreprise donc qui ont beaucoup de difficultés en ce moment et dont beaucoup sont en liquidation totale. Franchement, courage à eux. Allez, pour finir avec la France, je vous passe un petit passage donc sur France Soir qui parle des tests PCR et aussi des autres tests qui pourraient être disponibles. Frédéric Bonnier, il vit en Belgique. C'est le promoteur des tests Medakit. Super performant ces tests. Il donne, tenez-vous bien, la sérologie en 5 minutes, l'antigène en 30 secondes. Je l'ai testé, vous allez le voir. Validé par Pasteur, par la région Île-de-France, par les hôpitaux de Paris, j'ai pu voir tous les documents et aussi par l'armée française. Le Charles de Gaulle a appelé Medakit d'urgence, c'était en mai dernier, pour faire des tests sur plus de 5000 soldats. Une expérience si concluante, à tel point que la France a ensuite commandé 3,7 millions de tests. Grâce à ces tests, on aurait pu tout ouvrir il y a un an, resto, ciné et autres, même utilisé à Barcelone pour un concert avec plus de 500 personnes. Oui, mais voilà. Il y a un gros hic. Bien sûr, un défaut à ce test. Il ne fait travailler personne. Pas de prescription médicale. Les labos passent outre, à la trappe. Et surtout, il ne rapporte rien à l'État, rien aux autorités, puisque vendu quasiment le prix coûtant à 5 €. Cet homme, Frédéric Bonnier, que j'ai reçu sur le plateau de François, vous l'avez compris, et qui est le grand distributeur en Europe, il a été arrêté 2 fois, avec les gros moyens du bord, puisqu'ils sont venus le chercher à 16. Il a bien sûr été relâché à chaque fois, le juge n'ayant obtenu aucun élément à charge contre lui. Eh bien, son seul tort,
vous l'avez compris, c'est d'avoir vendu ces tests anti-Covid les plus probants au monde, considérés comme les meilleurs sur le marché. Pour conclure, une question. Sachez-vous combien coûte l'achat d'un PCR par les autorités françaises ? Moins de 30 centimes de dollars. Il est facturé 72 € en France, 46 en Belgique. Elle n'est pas belle l'histoire ? 30 centimes vendus 72 € en France. Mais où va l'argent ? Et en plus, avec ce test Medakit, pas de perforation dans le nez, il rentre simplement sur 2 cm au lieu des 8 pour le PCR jusque-là. On ne touche pas la glande, il ne perfore pas les cloisons. En plus, il permet de voir si on a le Covid ou la grippe A et B. Oui, vraiment, le Medakit, il est fiable, 100% fiable, contrairement au test PCR pour lequel jamais le nombre de cycles n'est marqué par le laboratoire. PCR uniquement utilisé pour une dramatisation de la situation dans les médias, nous a-t-il dit sur France Soir. Cet homme dénonce de façon extrêmement musclée la mafia aujourd'hui autour des tests. Oui, tellement d'argent à gagner, tellement d'argent à détourner. Allez, on passe à l'Europe et au monde. Allez, on commence avec Facebook qui bloque les liens vers le New York Post, qui est quand même le 4e plus grand journal des États-Unis. Donc c'est une histoire sur la cofondatrice de Black Lives Matter, donc qui ne peut plus être partagée sur la plateforme. Donc en fait, il posait un peu la question de savoir en fait qui est donc le cofondateur donc de Black Lives Matter, et aussi pourquoi est-ce que cette personne vit dans une maison à plus d'1 million de dollars. Donc voilà, quand on sort des affaires sur Black Lives Matter, automatiquement c'est censuré de partout, même sur Facebook, sachant que c'est quand même le New York Post qui poste cette information. On se rend compte que toutes les informations qui sont cachées, que ce soit Black Lives Matter ou bien Joe Biden, Hunter Biden, toutes ces affaires-là sont vite mises sous le tapis, et donc on n'hésite même pas à censurer donc le 4e plus grand journal des États-Unis. Incroyable. Alors à Berlin, un test Covid-19 négatif est nécessaire pour entrer dans les magasins. Donc pour lutter contre la hausse donc des contaminations, un test antigénique négatif effectué le jour même est exigé à l'entrée des commerces non essentiels dans certains Länder. La fréquentation chute donc ça c'est un article du 15 avril. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'en fait seuls les commerces de première nécessité, c'est-à-dire supermarchés, boulangeries, pharmacies, stations-service, garagistes, librairies, ne sont pas tenus d'en exiger. Bon alors encore une fois, on pourrait poser la question du coût d'un test PCR ou encore de l'utilité de faire tester des gens qui n'ont aucun symptôme et qui sont en bonne santé, donc toujours c'est des questions intéressantes. En tout cas, on continue avec cette dérive et on se rend compte que là, c'est à Berlin. À Berlin, un test négatif est nécessaire donc pour entrer dans les magasins. C'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape, on le sait, c'est le passeport sanitaire ou encore le QR code. Alors en Espagne, la Cour constitutionnelle suspend la vaccination obligatoire en Galice, un article du 20 avril donc de RT France. Après un recours du gouvernement, la Cour constitutionnelle espagnole a suspendu la loi adoptée par les autorités régionales de Galice visant à rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire. Les juges ont 5 mois pour se prononcer sur le fond. Et donc en fait cette loi elle obligeait à l'époque ses habitants de se faire vacciner contre le Covid-19 sous peine de lourdes amendes financières, rapporte l'AFP. Et donc fin mars, le gouvernement espagnol avait jugé cette loi illégale et avait déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle estimant que cette mesure portait atteinte aux libertés fondamentales. Tu m'étonnes. Et donc on aura la réponse bientôt, donc dans 5 mois normalement, donc pour étudier ce recours sur le fond et rendre une décision finale, donc pendant lesquelles cette suspension préventive sera maintenue. Voilà, donc on sent que ça se bataille un peu de partout concernant la vaccination obligatoire, on va le voir aussi dans d'autres pays, mais on sent que c'est vraiment commun dans les différents pays, surtout en Europe. D'ailleurs, on a l'Italie, donc les soignants et pharmaciens qui sont obligés de se faire vacciner contre le Covid-19, donc ça c'est du 10 avril sur France Info. Ces dernières heures en Italie, cette fois, la vaccination obligatoire de tous les soignants est entrée en vigueur par décret aujourd'hui. Idem pour les pharmaciens. On va retrouver à Rome Alban Micosi. Bonsoir Alban. Le décret, il est assez clair. Ceux qui s'opposent à cette vaccination ne sont plus autorisés à exercer leur métier et peuvent même se retrouver suspendus sans aucune rémunération. Effectivement, vaccination obligatoire pour les professionnels de santé. C'est la nouvelle doctrine du gouvernement italien. Alors il faut préciser que 85% des professionnels de santé ont déjà été vaccinés, que beaucoup sont d'accord pour l'être parmi les autres, mais il y a des réfractaires. Et pour ces réfractaires, voilà ce qui va se passer. Dans un premier temps, ils seront placés dans des fonctions dans lesquelles ils n'auront pas accès au public. Si ce n'est pas possible dans certains hôpitaux ou certaines petites villes, à ce moment-là, ils seront obligés de rester chez eux et devront
pourront prendre toutes leurs vacances et si ça suffit pas, ils seront même placés en congé sans solde. Enfin, le gouvernement prévoit même une mesure de licenciement et ça c'est une première absolue en Italie pour ceux qui seraient réfractaires définitivement à la vaccination. Alors, à contrario, en Suisse, on a les terrasses, les cinémas et les salles de sport qui vont pouvoir rouvrir dès le 19 avril donc en Suisse, donc c'est déjà fait. Donc, a annoncé le gouvernement, il sera également possible d'organiser des manifestations accueillant du public. Voilà, mais en France, tout ça, oublié. Hein. Et pareil en Belgique, les cafés et les restaurants rouvriront leurs terrasses le 8 mai prochain en Belgique, donc d'après la source gouvernementale. Donc on se rend compte qu'on a différents pays qui commencent à rouvrir progressivement. Nous, ça se fait quand même beaucoup tarder. Et en parallèle, on a aussi des manifestations donc, qui poussent pour la réouverture donc, dans plusieurs pays d'Europe. Donc on a eu près de 1000 opposants aux mesures de restriction contre le coronavirus qui se sont rassemblés samedi après-midi donc, dans la zone piétonne de Schaffhausen, donc en Suisse, au nord de Zurich. Un rassemblement pacifiste mais non autorisé au cours duquel le port du masque était inexistant, ça les emmerde. Hein. Par contre, on l'a déjà vu, ça sert à rien de nous le préciser que les gens ne portaient pas de masque, on le sait, il n'y a pas de contamination à l'extérieur. Donc arrêtez avec votre fichu masque à porter donc, dans les manifestations. Donc la police n'est pas intervenue, d'autres rassemblements ont eu lieu ces dernières semaines à Altorf et à Liestal. On a aussi eu des rassemblements en Bosnie-Herzégovine, dans la capitale à Sarajevo. On a aussi eu des rassemblements à Rome, en Italie, avec notamment les restaurateurs italiens qui poursuivent leur mobilisation. Hein, on l'avait vu lors de la dernière semaine. Ils continuent de pousser, et ils ont vraiment raison parce que ça va mettre la pression sur le gouvernement qui va automatiquement devoir prendre des mesures qui vont être un peu plus dans leur sens. Noi il prossimo anno a quest'ora avremo più morti, suicidi, 116° morto. Et on a aussi eu des manifestations contre les restrictions sanitaires dans les rues de Toronto, au Canada. Voilà, donc on peut voir qu'il y a vraiment une constante et qu'il y a vraiment beaucoup de pays qui commencent à se mettre en action, et c'est pas terminé parce qu'on a aussi la France, avec un rassemblement à Lyon avec plus de 500 résistants donc réunis donc le 17 avril pour protester contre les mesures liberticides. Donc ça c'était une manifestation organisée par les Patriotes avec Florian Philippot. Je vous disais de ne pas avoir peur, parce qu'ils sont dans un cynisme total. Lorsque ils annoncent qu'ils vont mettre en place des chèques psy, je crois, c'est ça, pour les enfants. On a aussi eu des manifestations donc, contre les restrictions sanitaires donc, à Rotterdam le 17 avril également, donc aux Pays-Bas. Donc on voit que ça bouge vraiment dans différents pays et ça c'est vraiment une bonne chose. Alors sinon, on a eu un tribunal allemand qui a interdit le port du masque, la distanciation sociale et les tests à l'école. Donc le 8 avril, le tribunal des affaires familiales de Weimar a décidé dans le cadre d'une procédure en référé l'interdiction avec effet immédiat d'exiger des élèves le port du masque, le respect des distances minimales et de participer aux tests rapides SARS-CoV-2. Dans le même temps, la Cour a déterminé que l'enseignement en classe devait être maintenu. Donc pour la première fois, des preuves ont été présentées devant un tribunal allemand concernant le caractère scientifiquement raisonnable et la nécessité des mesures anti-corona prescrites. Et donc on a différents experts qui ont été entendus à ce moment-là. Et donc, à la conclusion, après avoir examiné la situation de fait et de droit et évalué les expertises, le tribunal des affaires familiales de Weimar est arrivé à la conclusion que les mesures désormais interdites représentent un danger actuel pour le bien-être mental, physique ou psychique de l'enfant, à tel point que si elles continuent à se développer sans intervention, un préjudice considérable est presque certainement à prévoir. C'est fort ce qu'ils nous disent là quand même. Et donc un des juges déclarait donc que ça violait de nombreux droits des enfants et de leurs parents en vertu de la loi, de la Constitution et des conventions internationales. Donc par son jugement, le juge
confirme l'appréciation de la mère qui nous disait « Les enfants subissent un préjudice physique, psychologique et pédagogique et leurs droits sont violés, sans que cela soit contrebalancé par un quelconque bénéfice pour les enfants eux-mêmes ou les tiers. » Voilà, donc un jugement rendu qui fait vraiment plaisir et qui va certainement inciter d'autres avocats et d'autres tribunaux à s'intéresser, donc surtout concernant les enfants et l'école avec le port du masque. Donc ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Alors on nous prévient, 2021 devra être l'année contre le changement climatique, alerte l'ONU. L'organisation explique que les répercussions sont déjà trop coûteuses pour les populations de la planète et appelle à agir maintenant, selon Ouest France. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo passée donc, qui présentait une possible explication concernant l'Evergreen et qui nous parlait donc de tout ce qui va être changement climatique, que c'est censé être la seconde arme entre guillemets de l'état profond, donc on sent que c'est en train de pousser avec le changement climatique. Alors sinon un petit point au niveau du classement mondial de la liberté de la presse en 2021, donc on peut voir qu'en France on recule, hein, et donc les premiers pays, eh bien c'est les pays nordiques, Norvège, Finlande, Suède qui sont sur les 3 premières places. Ensuite, on a les Pays-Bas, la Jamaïque, le Portugal, l'Allemagne. Et puis nous, on est très très loin, on est 34e. Hein. Pourquoi ? Parce que ça se base donc sur la concentration des médias. Et donc pour la France, RSF indique que l'indépendance éditoriale des médias reste un point sensible, du fait de leur intégration à des groupes ayant des intérêts dans d'autres secteurs de l'économie. Effectivement, on l'a déjà vu, hein, il y a quelques milliardaires qui possèdent toute la presse en France, et qui ont en plus des intérêts dans d'autres secteurs de l'économie. Donc ils ne sont pas indépendants et ils ont donc un point de vue biaisé. En tout cas là c'est un organisme officiel qui appuie ce qu'on l'on dit depuis longtemps. Alors information de Sputnik, donc des radicaux préparent des attaques en Syrie à la veille de la présidentielle, selon Moscou. Donc la défense russe a annoncé avoir reçu des informations sur la préparation par des radicaux d'attentats en Syrie à la veille de la présidentielle. Donc les forces aérospatiales russes ont notamment démantelé une base de formation de terroristes près de la ville syrienne de Palmyre. Et donc les données obtenues par les militaires russes ont notamment permis d'anéantir une base d'entraînement secrète des radicaux située au nord-est de Palmyre. Après avoir reçu des confirmations par plusieurs canaux sur l'emplacement des sites terroristes, les avions des forces aérospatiales ont mené des raids, détruisant 2 abris, jusqu'à 200 radicaux, 24 camionnettes munies de mitrailleuses lourdes, ainsi qu'environ 500 kg de munitions et de composants pour créer des engins explosifs improvisés, a précisé le chef adjoint du centre. Selon lui, cette base servait à former des groupes armés qui devaient organiser des attentats dans plusieurs régions syriennes, ainsi qu'à fabriquer des bombes artisanales. Voilà, donc ça va pas passer sur TF1 ou sur BFM TV, c'est vraiment dommage parce que nous on a toujours un point de vue biaisé sur la Russie, comme étant notre adversaire, sauf que c'est les seuls qui s'attaquent bien véritablement donc au terrorisme, notamment dans les pays du Moyen-Orient, et là encore on peut leur tirer notre chapeau parce qu'ils viennent encore de démanteler certaines bases. Mais bon, nous en France on continue de penser que la Russie c'est notre principal ennemi. Et d'ailleurs la Russie, qui est notre principal ennemi en France donc, a ouvert une enquête contre YouTube pour abus de position dominante. L'agence fédérale anti-monopole a expliqué que la plateforme peut nuire aux intérêts des utilisateurs et limiter la concurrence, selon Ouest France. Voilà, encore une fois, c'est un des rares pays qui s'attaque au big tech, avec quelques pays à l'est de l'Europe, comme la Hongrie, etc. Donc la Russie qui s'attaque encore une fois à YouTube, et qui s'attaque aussi en parallèle avec d'autres plateformes comme Twitter. En tout cas, heureusement que des gouvernements s'attaquent à ces entreprises qui gagnent de plus en plus de puissance et qui font taire toute concurrence, et puis aussi qui sont vraiment en train de censurer donc ces utilisateurs. Alors comme on l'a vu, donc on observe un assouplissement des mesures sanitaires dans l'Union européenne, donc on va regarder cette petite vidéo de RT France. Depuis fin janvier, il était impossible de franchir les frontières belges sans motif impérieux en raison de la pandémie. Une interdiction arrivée à son terme dimanche soir. Les déplacements depuis et vers l'étranger restent déconseillés par les autorités. Mais les Belges peuvent à nouveau se rendre dans les aéroports ou les gares pour voyager au sein de l'Union européenne. Pour laisser le temps à la population d'être vaccinée, les cafés et restaurants fermés depuis octobre n'ouvriront pas leurs terrasses avant le 8 mai. C'est aussi le retour à l'école pour les Belges ce lundi. Les vacances de Pâques sont terminées. Une semaine avant qu'elles ne commencent, seules les écoles maternelles étaient ouvertes. Même assouplissement au Portugal, entré dans la 3e phase d'un déconfinement progressif commencé il y a plus d'un mois. Résultat, les lycées et les universités rouvrent leurs portes, tout comme les centres commerciaux. Les cafés et restaurants accueillent des clients, mais avec un nombre limité et des horaires restreints. Il avance petit à petit vers un retour à la vie normale. Dernière étape de ce déconfinement, le 3 mai. Et puis on a également le Danemark qui met fin à des restrictions sanitaires, donc avec un allègement. On va observer ça tout de suite. Le goût de la vie d'après, les Danois peuvent enfin le savourer à partir de ce mercredi.
Le Danemark, sous confinement allégé depuis le mois de décembre, a décidé de lever les restrictions sanitaires avant la fin mai, date initialement prévue. Les restaurants, les commerces ou encore les salles de sport peuvent donc accueillir leurs clients. Seule condition pour dîner à l'intérieur, le Corona Pass, application qui permet d'attester de la vaccination contre le Covid-19 ou d'un test PCR négatif de moins de 3 jours. J'ai juste subi un test rapide hier afin que nous puissions réserver, parce qu'on a besoin d'être testé pour pouvoir manger à l'intérieur. On peut s'asseoir à l'extérieur sans test, mais si on veut manger à l'intérieur, on doit avoir un test. Aujourd'hui, on se sent soulagé, enthousiaste, heureux. C'est juste une journée fantastique et nous sommes impatients que ce soit, espérons-le, tout à fait complet ce soir. C'est bon d'être ouvert. Pour retourner dans les écoles, les entreprises, les centres commerciaux ou encore les salons de tatouage, les Danois doivent se munir d'un test PCR négatif de moins de 3 jours. Le Danemark entame comme le Royaume-Uni sa vie d'après. Prochaine étape, vacciner tous les Danois de plus de 16 ans avant la fin du mois de juillet. Voilà, donc on nous décrit vraiment le Danemark comme la vie d'après, avec obligation de faire un test PCR pour pouvoir rentrer donc dans un restaurant à l'intérieur, hein, sinon on peut pas rentrer, ou bien encore d'avoir le pass sanitaire. Donc ça c'est la vie d'après, le retour à la vie d'avant apparemment, hein, selon RT France, mais c'est pas le retour à la vie d'avant, puisque le retour à la vie d'avant, vous aviez pas besoin d'avoir un pass ou de vous faire tester ou d'avoir la vaccination pour pouvoir faire ce que vous vouliez. Vous étiez libre, là vous ne l'êtes plus, et on a toute cette propagande encore une fois qui est entourée, hein, on est tous contents de pouvoir rouvrir, etc. Tout va pour le mieux, et voilà, c'est alors qu'on se rend compte que dans d'autres pays il n'y a pas tout ça, mais la vie est normale, donc il n'y a pas besoin de passer par ça. On veut vraiment nous faire penser que la seule issue c'est le pass sanitaire, la vaccination, etc. Mais en tout cas on a d'autres exemples, d'autres pays qui fonctionnent différemment, qui n'ont pas ces systèmes là et qui fonctionnent très bien. Alors on a une bataille qui se met un peu en place avec Projet Veritas et puis Twitter. Donc celui qui a sorti donc l'interview avec CNN a vu son compte Twitter supprimé, et donc là ils sont en train de poursuivre Twitter donc dans la Cour suprême de New York, donc pour des déclarations faux et diffamatoires à la suite de l'interdiction donc de la plateforme et donc la censure, et donc à l'intention de prouver que Twitter a agi avec un mépris insensé pour la vérité. Voilà, donc encore une fois, hein, quel était le tort donc de celui qui gérait l'interview avec CNN? Quel était son tort de mettre cette interview sur Twitter? Bah, il n'y avait aucun tort, hein, il a juste montré la vérité, mais encore une fois, Twitter n'aime pas la vérité. Et donc le monsieur en question a tenu sa promesse donc de riposter et d'attaquer donc ces plateformes médiatiques qui sont corrompues aujourd'hui, en intentant donc une action en justice contre Twitter, citant donc des déclarations fausses et diffamatoires que la société a faites à son sujet la semaine dernière. Et on nous dit que Projet Veritas a déjà intenté une action en justice et obtenu gain de cause contre le New York Times pour diffamation, et poursuivra CNN pour des raisons similaires. Donc franchement un gros soutien donc à Projet Veritas qui fait vraiment un gros travail et qui a exposé CNN d'une manière énorme, hein. Ça a vraiment fait l'effet d'une bombe, et on se rend compte que ce qu'on dit depuis le début est réel en fait, tout simplement, et qu'on essaye à chaque fois de le cacher donc sous le tapis. En tout cas, Twitter, YouTube, Facebook qui sont un petit peu poursuivis de partout, donc ça c'est vraiment des bonnes choses. Alors on a un article de Marianne, donc au Sénégal, un traitement avec de l'hydroxychloroquine, on ne suit pas aveuglement l'OMS. Voilà, donc publié le 20 avril 2021, et vous savez hein, que le Sénégal c'est la grande catastrophe, là-bas c'est l'hécatombe, bien sûr que non. En tout cas, donc l'OMS a déconseillé l'hydroxychloroquine comme traitement préventif donc pour le Covid-19, et donc le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital à Dakar n'a jamais cessé de l'utiliser, en association avec une autre molécule, l'azithromycine. Voilà, donc c'est clairement le protocole Raoult. Pour Marianne, le chercheur dévoile les premiers résultats de son étude rétrospective. Et donc nous, en France, ça a été totalement éclipsé, hein, cette hydroxychloroquine, mais malgré la mauvaise presse internationale, le Sénégal poursuit son traitement à base d'hydroxychloroquine associé à une autre molécule, l'azithromycine. Alors là, c'est un peu dangereux ce que nous dit Marianne, parce qu'elle nous dit « malgré la presse internationale ». Ça voudrait dire que l'ensemble de la population mondiale n'utilise pas l'hydroxychloroquine, ce qui est quand même faux, puisqu'on a quand même beaucoup de pays importants, comme l'Inde, comme d'autres pays d'Afrique, qui utilisent massivement l'hydroxychloroquine, donc c'est pas vrai, hein. C'est malgré la mauvaise presse occidentale, hein, ou bien européenne, ça c'est clair, mais par contre il y a d'autres pays qui l'utilisent et qui ont des très bons résultats.
Et donc, quelle est la situation épidémique au Sénégal, l'état des hôpitaux? Eh bien, on observe une baisse constante du nombre de nouveaux cas, du nombre de cas graves ainsi que des décès. À l'hôpital Fann, où nous recevons le plus grand nombre de cas sévères, seule la moitié des lits réservés au Covid sont occupés. Mais bon, on nous dit qu'il y a plein de facteurs qui expliquent cela, le confinement, la vaccination, et puis aussi le facteur climatique qui joue dans cette baisse avec le froid qui s'en va, et on constate que le nombre de cas diminue. Mais en tout cas, dans toutes les explications, là, comment l'expliquer? On n'a aucun argument qui nous dit « Ah, peut-être que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine pourraient fonctionner. » Non, c'est pas ça. C'est si ça se passe bien au Sénégal, c'est pour d'autres raisons. Non, tout simplement, il y a un virus, eux, ils le traitent, alors que nous, on ne le traite pas. Et donc, oui, ils s'en sortent mieux que nous. C'est très simple, en fait. Et donc, ils nous disent qu'ils continuent d'utiliser donc, le protocole Raoult. Et depuis, donc, ils ont fait plusieurs analyses intermédiaires qui nous permettent de dire que ce traitement est bénéfique. La dernière que nous avons faite a porté sur pratiquement 1000 patients, 926 pour être exact. Dans ce contexte international où les avis et les résultats sur cette association divergent, il est très important pour nous de réaliser ces analyses intermédiaires par rapport à nos méthodes. Et donc nous avons constaté une proportion plus importante de patients qui sont sortis, soit guéris, parmi donc les patients qui ont pris le traitement. Et donc c'était une urgence, une question de santé publique, on ne pouvait pas rester sans rien faire. Et bah si, en France, nous on est resté sans rien faire pendant 1 an et des brouettes à attendre un vaccin sans utiliser de traitement, incroyable. Et donc ils nous disent pourquoi est-ce qu'on a utilisé donc le protocole Raoult? Parce que tout simplement les molécules étaient déjà connues en Afrique et puis pas très coûteuses et accessibles rapidement. Voilà, il met le doigt sur ce qui est important, c'est que c'était pas coûteux. Alors que nous on nous propose le Remdesivir à plus de 1000 € et puis le vaccin. Alors qu'on avait tout simplement l'hydroxychloroquine, un médicament pas cher qu'on aurait pu distribuer à toute la population. Et donc le chef du service là-bas, il nous dit « Je ne connais pas personnellement Didier Raoult, mais je sais que c'est un grand scientifique. » Voilà, donc dans les pays africains où on décore Didier Raoult, ça s'était passé les dernières semaines, on en fait l'éloge. Par contre, en France, on dit que c'est un personnage controversé, que c'est un druide, etc. On l'insulte de partout, alors que c'est censé être la référence mondiale, on devrait l'écouter. Mais bon, nous c'est autrement, il y a les questions d'argent. Et donc il rappelle, début avril, Didier Raoult était en visite au Sénégal, où le président Macky Sall lui a remis la haute distinction de la dignité de commandeur dans l'ordre national du Lion. Comment avez-vous accueilli cette visite? Donc je ne connais pas personnellement Didier Raoult, mais je sais que c'est un grand scientifique, un grand infectiologue. Il a énormément apporté à l'infectiologie et au Sénégal, et il nous dit il mérite absolument la distinction que le chef de l'État lui a accordée, j'en suis très content. Et d'ailleurs, il nous rappelle, le Maroc, l'Algérie ou encore la Côte d'Ivoire utilisent l'hydroxychloroquine. Et est-ce que vous entendez ces pays se reconfiner, etc. Non, tout simplement, eux, ils traitent à chaque fois, donc quand il y a besoin. Et en fait, lui, il explique la différence avec nous, qui nous dit, en fait, je n'ai pas d'explication, seulement au Sénégal, il y a 2 choses à dire. La première, du côté politique. Nous, scientifiques, ne sommes pas soumis à l'influence du politique. Le président nous donne entière liberté, on sait que nous, on est à des années-lumière de ça désormais, les médecins ne peuvent même plus prescrire ce qu'ils ont besoin. Il nous écoute respectueusement et prend en considération ce que l'on dit. Et donc ça donne envie d'aller au Sénégal. Et il nous dit, si le monde entier trouve un résultat et que moi je trouve autre chose et que c'est convaincant, alors je ne vais pas arrêter pour autant. Voilà, donc franchement, un grand bravo à ces pays d'Afrique qui nous mettent une belle claque avec ce virus. Eux, ils ont juste choisi de traiter. Ils ont peut-être un peu moins de locaux, un peu moins de matériel, un peu moins d'expertise, mais ils s'en sortent bien mieux que nous, pays occidentaux, avec beaucoup plus de matériel ou de choses comme ça. Donc soit on pense que l'Afrique ou bien d'autres pays dans le monde comme l'Inde, il y a des miracles, ou bien soit on pense qu'ils ont juste traité et que ça a fait la différence. Alors sinon, on a les dirigeants des églises britanniques qui mettent en garde contre les plans de passeport vaccinal qu'ils qualifient de dangereux. En effet, des centaines de membres du clergé chrétien affirment qu'une proposition pourrait entraîner la fin de la démocratie libérale, effectivement. Et ils nous disent que c'est l'une des propositions politiques les plus dangereuses jamais faites dans l'histoire de la politique britannique. Les mots sont forts. Et donc, ils ont fait une lettre ouverte à Boris Johnson, signée par plus de 1250 membres du clergé de différentes confessions chrétiennes à travers le Royaume-Uni. Franchement, un gros bravo à eux, ça met aussi la pression sur le gouvernement du Royaume-Uni, et ça, c'est une bonne chose. Et il rappelle bien sûr que ça va être un certificat qui va diviser la population, qui va être discriminatoire, et qui va même être destructeur. Et ils nous disent, nous risquons de créer une société à 2 vitesses, un apartheid médical dans lequel une sous-classe de personnes qui refusent la vaccination est exclue de domaines importants de la vie publique.
Cela risque de créer un état de surveillance dans lequel le gouvernement utilise la technologie pour contrer certains aspects de la vie des citoyens. Voilà, ils ont tout dit, c'est ce que nous on explique à chaque fois, c'est que ce pass sanitaire va permettre donc un état de surveillance, un contrôle total de la population. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se bougent un petit peu partout sur la planète contre ce passeport sanitaire, et ça, franchement, c'est une bonne chose. Mais sinon, on a la police de Bruxelles qui piétine donc la jeunesse venue profiter du soleil. Ça s'appelle comment un tel régime? Donc voilà, la police de Bruxelles, sous les ordres du maire socialiste, se déploie à nouveau massivement au bois de la Cambre à Bruxelles, qui avait déjà eu des images assez choquantes il y a plusieurs semaines, donc pour empêcher ces salauds de jeunes de profiter du soleil. N'oubliez pas de les piétiner comme il y a 2 semaines. Donc, franchement, c'est assez grave de voir ça, hein, des gens qui sont juste dans un parc sous le soleil. Voilà, ils n'ont même pas le droit d'aller prendre un peu le soleil et d'être dans la nature. C'est juste incroyable. Par contre, on a tous le droit d'être entassés dans les supermarchés ou bien dans les métros. Alors sinon, on a Israël donc, qui met fin au port du masque en extérieur. Et donc, on nous montre à chaque fois dans ces articles-là, on nous montre que c'est grâce à la vaccination de masse qu'ils ont pu reprendre une vie normale. Hein. Vous voyez, c'est écrit ici, les Israéliens ont pu reprendre une vie normale grâce à la vaccination de masse. Alors, ils oublient pas de... Alors par contre, ils oublient de nous mentionner le fait qu'il y a le pass sanitaire, ou bien encore qu'il y a des bracelets électroniques, mais ça on le passe sous le tapis, hein, parce que ça trancherait avec une vie normale. Et donc on est en train de nous montrer, regardez, Israël n'a plus de masque en extérieur, donc si vous voulez ne plus avoir de masque, il faut se faire vacciner. La réalité c'est tout autre. La réalité, on l'a vu avec différentes études qu'on a mis à chaque revue, le masque ne sert à rien en extérieur, donc on devrait déjà tous l'enlever, vacciné ou pas vacciné. Et puis, comment expliquer cette différence, par exemple, avec la Sibérie? La Sibérie, 1700 Russes dévalent les pentes du mont Zelyonaya en maillot de bain. Donc, eux, ils vivent comme d'habitude. Hein, ils vivent vraiment tranquillement. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de restrictions. Ils sont en train de faire du ski à 1700 sur des pentes. Mais nous, on n'a même pas le droit donc d'aller faire du ski. Donc, c'est quand même assez incroyable cette différence. Alors, on a un article de Reuters qui est assez intéressant qui nous dit « La Chine ouvre ses frontières à des milliards de dollars d'importation d'or. La Chine a en effet autorisé les banques nationales et internationales à importer de grandes quantités d'or dans le pays, ont déclaré 5 sources proches du dossier, contribuant potentiellement à soutenir les prix mondiaux de l'or après des mois de baisse. En tout cas, ça semble assez intriguant de voir la Chine donc importer massivement de l'or. Et on sait qu'on a cette perspective de grand reset de l'économie mondiale. Et donc, ce qui semble plutôt intéressant à l'heure actuelle, c'est ce qu'est en train de faire la Chine, c'est-à-dire d'acheter et de faire importer un maximum d'or, puisque l'or peut survivre à n'importe quelle crise économique ou à n'importe quel reset économique, puisque l'or a toujours eu une valeur très importante donc dans les différentes périodes de l'histoire. Donc c'est peut-être pas un hasard que la Chine se met à importer énormément d'or actuellement. Et d'ailleurs, on a un article sur Exoportail qui en parle. Donc la Chine prépare-t-elle un yuan adossé à l'or? Peut-être qu'ils vont baser leur économie, donc leur monnaie, sur l'or. Donc Pékin autorise l'achat de milliards de dollars en lingots. Et donc, il nous parle de cet article de Reuters qui rapporte que la Chine a autorisé les banques nationales et internationales à importer de grandes quantités d'or dans le pays. Et ils nous disent qu'environ 150 tonnes d'or d'une valeur de 8,5 milliards de dollars au prix actuel sont susceptibles d'être expédiées, ont indiqué 4 sources. Et donc la nouvelle fait grimper le prix de l'or, donc en dollars US. Depuis février 2020, écoutez bien, le pays a importé en moyenne de l'or pour une valeur d'environ 600 millions de dollars par mois, soit à peu près 10 tonnes selon des données de douane chinoise. S'agit-il simplement de la prochaine étape de la Chine qui voit que le dollar américain n'est plus la monnaie de réserve mondiale? Et en effet, on nous dit que la Chine pourrait échapper au sort d'un effondrement du dollar en liant le yuan à l'or. De toutes les grandes économies, celle de la Chine est la mieux placée pour mettre en œuvre une solution monétaire saine. Voilà, donc on voit qu'il y a une bataille économique derrière tout ça qui est en train de se mettre en place et que la Chine est vraiment en train de se préparer à ça. Alors sinon, donc on a le président ukrainien qui presse l'UE et l'OTAN d'intégrer l'Ukraine dans leur rang au plus vite. Donc il ne cesse de lancer des appels donc à l'UE et l'OTAN. Le moment est venu, il faut donc nous accepter, tout simplement parce qu'il y a des tensions avec la Russie. Mais le problème, c'est que si l'Ukraine intègre donc l'OTAN, il y a un risque pour qu'elle se sente toute puissante, entre guillemets, hein, qu'elle se sente protégée donc, par tous les pays de l'OTAN, qu'elle se sente surpuissante et qu'elle-même provoque la Russie et que ça entraîne à la guerre. Donc ce qu'on pourrait penser comme quelque chose qui pourrait peut-être amener à la paix, si on regarde BFM TV et intégrer l'OTAN, ce serait mieux pour l'Ukraine, eh bien ça pourrait même engendrer un conflit plus rapidement, puisque l'Ukraine se sentirait donc davantage défendue et n'hésiterait pas à jouer un jeu dangereux avec la Russie.
Et donc on a la Russie qui nous dit l'échelle donc de nos activités ne dépasse pas celle des années précédentes et semble beaucoup plus modeste que l'envergure des exercices des forces armées ukrainiennes et des pays de l'OTAN qui se déroulent près des frontières de l'Ukraine et directement sur le sol ukrainien. Voilà, donc on garde vraiment un œil sur ce qui se passe donc avec cette frontière entre l'Ukraine et la Russie. Allez, un énième panier de crabes, donc selon François Asselineau, donc la pseudo-Europe spatiale. Donc le couple franco-allemand s'envoie plus que jamais la vaisselle à la tête. Là comme ailleurs, donc l'Allemagne veut imposer son Europe, elle s'oppose à la Commission européenne, à l'ASE, et elle rejette avec morgue le projet français pour la stratégie des lanceurs. Voilà, que ça concerne le militaire, le spatial ou l'économie, on se rend compte que le couple franco-allemand n'existe plus, hein. L'Allemagne dicte ses lois et malheureusement nous on est tout le temps en train de s'abaisser et de subir. Puisque voilà, on nous explique un stratégie lanceur comment l'Allemagne s'oppose fortement à Bruxelles et à la France, donc un article de la Tribune. Et donc le document officiel montre comment Berlin s'oppose très fortement à Bruxelles et à Paris sur la stratégie à suivre dans le domaine des lanceurs. L'Allemagne conteste avec morgue le leadership que souhaite prendre la Commission européenne dans le spatial, tandis qu'elle soutient une stratégie très différente de celle de Paris pour la filière des lanceurs. Voilà, donc est-ce qu'encore une fois on va s'incliner ou est-ce qu'on va pour une fois essayer de défendre nos propres intérêts? Ça c'est la question, mais avec Macron à la tête ça va être compliqué. Allez, on termine donc avec un petit passage donc de la vidéo que je vous invite à aller voir donc sur la chaîne d'Alexis Cossette, donc Nuremberg 2.0, les procès Covid, donc une entrevue très très intéressante avec l'avocat Rainer Fulmich, donc qui se bat donc avec les tribunaux pour essayer de faire émerger la vérité donc dans les tribunaux, et donc je vous mets quelques petits passages. Et ensuite on passe aux États-Unis. So this is what you call the Nuremberg 2.0, is it? That's why I called it that, but I haven't really done anything with it. I just came up with the idea because it is a natural or logical consequence of what is happening here. I mean, these are, I think everybody agrees on this, crimes against humanity because of this humongous destruction, because of the immeasurable damage that is being done, and because of the, as I said, complete lack of empathy of the other side. So that compares with what happened then, we think, and many of the people who we interviewed people from Israel and people who from other countries who are Jewish. They all said, do not forget, don't just avoid this, but look at the parallels between what happened in 1933 and what's happening now. And we have taken that to heart. And since everybody calls these crimes now crimes against humanity, and this expression was formed in 1946 when, because of the Nazi crimes, they set up the Nuremberg trial. Wow, this gives hopes to people, to hear that justice may be possible in such a hoax. This narrative has to be changed. But who's in charge of the narrative? It's the mainstream media. And the very same people who invested their money into the pharmaceutical and tech industry invested much of their money in the mainstream media to keep them under control and to make them repeat their narrative over and over and over again, which is completely false. It doesn't make any sense. But it's still there. And one of the psychologists who we interviewed said, doesn't make a difference whether or not the picture that they're drawing is not perfect. It may be even shitty. Doesn't make a difference. As long as the picture is out there, it impresses people. So we're going to have to do something. We're going to have to keep educating the people by not confronting them or getting angry at them. That doesn't work at all. But we have to keep our hand extended so that if one or two or three or even hundreds of people want to take our hand and want to talk to us, we are able to explain what's really going on. It's a very, very serious point in time, very dangerous, but we are making progress. We are making progress, and more people are beginning to wonder, and that's important. Angela Merkel has decided that she's going to be in complete control, and she wants to be able to govern the individual states as well. I mean, this is a federal republic. It's a federal system, but she's trying to gain complete control. However, she's making a big mistake, because not just many of the professors of law, many of them came out last year even explaining this. The whole thing is completely unconstitutional. It's null and void.
None of these measures have any factual basis. But now the people, and even people in her own party, are beginning to realize that she's completely out of control, or the people who are pulling her strings are completely out of control. But she's in big trouble, and it shows. Even if you just look at her, it shows. She's under a lot of pressure. That's probably because the other side has forced themselves into an early start. We have learned from a whistleblower that this whole scheme, this whole Great Reset, or whatever you want to call it, was originally scheduled to happen much later. And then they pulled it forward in time from 2050 or so to 2030. And then they got, as this whistleblower explained to us, even greedier and pulled it forward to 2020. And that's a little too soon because not everything was in place that they needed. And that's our biggest chance. If we manage to not allow them to bring us to our knees, and we definitely will, then the rest of the world will know it is possible to fight this thing. And this feeling is spreading throughout Europe. More and more people in Italy and France, in Austria, for example, are sick and tired of what's going on. Some of them are simply sick and tired, but many of them are asking questions, and they're looking to the not to the mainstream media because they know they're part of this evil plan, but rather they're looking to the alternative media for information, and that's what they get there. They're beginning to understand that the rationale that's behind this is to gain complete control over us, so that we won't understand that the other side, the so-called self-appointed political elites and the self-appointed corporate elites, which meet every year on the occasion of this World Economic Forum. This is an important platform for them. People are beginning to understand that they're the ones who have been, stealing, embezzling, I don't know what you want to call it, our assets for at least 20 or 30 years, maybe longer. And the other side knows that or many of us have understood this, and they don't want to be blown out of the water, so to speak. And that's probably another reason why they pulled this corona pandemic forward as far as the timeline is concerned. So people do realize that they have to do something, and people do realize that they have to come up with their own idea of what a Great Reset, if you want to use that term, should look like. It's the people. It's the people who should do this. It's not just the rational thinking and the rational work of attorneys that will get us out of this, but there's also I don't know what you want to call it, a spiritual level. And he added this additional level, spirituality. Some people call it religion, but I don't care what you call it. This is an existing level which many of us were, I guess, separated from because of wrong ways in which we are used to living our lives. We have to return to this as well. We have to return to rationality, democracy, but we also have to become aware of this spirituality level. And then we will win. There's no doubt about this. Wow. I've been telling people, Rainer, that they have to take their power back, and this is exactly what you've said, you know. Alors on commence avec les données du CDC, donc 5800 Américains entièrement vaccinés ont contracté le Covid-19 et 74 sont morts. Donc on trouve ces données donc dans un article de Zachary Stieber, donc du Epoch Time. Donc les Américains ont contracté le virus qui cause donc le Covid-19 malgré les 2 doses du vaccin Pfizer ou Moderna ou du vaccin Johnson & Johnson, ont déclaré donc le CDC. Et donc sur les 5800 personnes entièrement vaccinées qui ont été confirmées comme des cas dits révolutionnaires, près de 400 ont dû être traités dans des hôpitaux et 74 sont décédés. Un peu plus de 40% des infections concernaient des personnes âgées de 60 ou plus et 65% étaient des femmes. Et donc, en mars, les États ont commencé à déclarer les chiffres des personnes qui avaient été infectées malgré une vaccination complète. Les épidémiologistes de l'État de Washington ont identifié 217 des cas, dont 5 sont décédés. Au Michigan, 246 des cas ont été enregistrés entre le 1er janvier et le 31 mars.
3 de ces patients sont décédés. Le Texas, la Caroline du Sud et l'Oregon font partie des autres États qui ont signalé plus de 100 cas parmi les résidents. Et donc malgré les données de Pfizer ou bien de Johnson & Johnson ou de Moderna qui oscillent entre 66 et 95%, eh bien la biostatisticienne Christine Coton a déclaré dans son débriefing que ces chiffres étaient sujets à caution, surtout pour les personnes les plus âgées, car la preuve d'efficacité n'est pas apportée. Et en France, 11,7 millions de personnes ont été vaccinées au 9 avril. Ce jour, le docteur Agret, dans un débriefing, nous déclarait qu'avec 438 décès et plus de 5000 effets indésirables graves dans la population vaccinée, le principe de précaution devait prévaloir et que l'on devait faire une pause dans la vaccination. Voilà, donc malgré ce que nous dit donc, le docteur Agret donc dans son débriefing qu'on devrait faire une pause dans la vaccination étant donné donc le principe de précaution, eh bien nous on continue malheureusement avec cette vaccination. Et surtout on n'a pas le droit de critiquer ou de donner ces statistiques-là, c'est ça qui est incroyable. Alors le gouverneur DeSantis déclare que le Parti communiste chinois devrait être tenu pour responsable de son encouragement à la pandémie. Ça c'est fort, hein, c'est un article du 19 avril 2021 donc dans The Epoch Times. Donc lui il met vraiment l'accent sur le Parti communiste chinois comme étant la cause. Alors sinon on a Biden qui annonce garder le seuil d'immigration fixé par Trump, puis se ravise. Donc le déferlement immédiat de critiques venues de son propre camp a rapidement fait changer Joe Biden en position. Le tollé a été immédiat et pour le moins efficace. Joe Biden qui a annoncé retarder son projet d'une augmentation importante du nombre de réfugiés admis aux États-Unis et conserver cette année le plafond historiquement bas de 15 000 personnes fixé par Donald Trump, a changé d'avis quelques heures plus tard face aux très vives critiques démocrates. Et donc le président des États-Unis avait affirmé souhaiter admettre jusqu'à 60 000 personnes lors de l'année budgétaire en cours, qui s'achève en octobre, avant de porter le plafond à 125 000 lors de l'année budgétaire suivante, une multiplication par 8 par rapport aux chiffres légués par son prédécesseur républicain. Mais le gouvernement américain est aussi confronté à une crise à la frontière mexicaine avec des arrivées par milliers de migrants. L'opposition républicaine accuse Joe Biden d'être responsable d'un appel d'air. Et donc, après avoir finalement décidé de confirmer le quota fixé par l'ex-président pour cette année, en raison du besoin de reconstruire le programme d'admission de réfugiés selon son conseiller pour la sécurité nationale, le 46e président s'est ravisé dans la soirée. Voilà, donc Joe Biden qui prend des décisions assez surprenantes, comme le fait de garder le seuil d'immigration de Trump, mais qui se fait vite taper sur les doigts donc, par le Parti démocrate et surtout par Kamala Harris, qui est derrière. Donc on sent qu'il n'est pas vraiment serein ou forcément en contrôle, en tout cas Joe Biden. Alors sinon on a la NASA qui choisit SpaceX pour sa prochaine mission sur la Lune. Et donc ce sera la société d'Elon Musk, donc avec un contrat de 2,89 milliards de dollars pour la construction d'un vaisseau spatial destiné à emmener les astronautes sur la Lune. L'objectif étant de faire atterrir des astronautes sur le sol lunaire d'ici 2024. Et donc pour le contrat de la construction du vaisseau spatial Starship, SpaceX était en concurrence avec Blue Origin, donc du patron d'Amazon Jeff Bezos, et l'entreprise de défense Dynetics. Alors sinon on a des nouvelles du Texas, donc le 10 mars quand il a décidé de tout rouvrir et de mettre fin au masque obligatoire, le Texas était le 5e état des États-Unis ayant le plus d'hospitalisés Covid par habitant. Fin mars, eh bien ils sont désormais 15e. Aujourd'hui, ils sont désormais 22e sur 50. Biden avait pourtant annoncé l'apocalypse. Rouvrons tout vite, effectivement. Donc le Texas qui a misé sur une réouverture et qui en fait est en train de baisser en termes donc d'hospitalisés Covid par habitant par rapport à des états qui eux restent confinés. Incroyable. Alors l'avocat pro-Trump Lin Wood reçoit une ovation après avoir fait donc des gestes QAnon à la foule selon un rapport. Donc on va regarder un petit peu la vidéo donc de Lin Wood lors de la conférence sur la santé et la liberté à Tulsa dans l'Oklahoma. C'est parti. But it's not Lin Wood that you love. I'm a flawed person. I'm imperfect. What you love about Lin Wood is not Lin Wood. You love the message of Lin Wood because I tell you the truth and you love the truth. God is truth and truth is God. Let Newsweek write about that tomorrow. Let Newsweek say Lin Wood's making the cue. Here you go, Newsweek. Watch this one. There you go. I'm not afraid to talk about it. They've accused me of being a QAnon conspiracy theorist. Why? Because they're telling you that I am a bad messenger. They're trying to attack me because they can't attack Q, because Q is the truth. This is about the children, for God's sakes.
send this videotape, send it to Hollywood. Hey, Clay, send it to the House of Windsor. Hey, Clay, send it to Bill Gates. Send it to the damn Illuminati. Let them hear the truth. And whatever they do to me, I don't fear them at all. Send it to the Vatican. Send it to the politicians, the Clintons, the Obamas, the Bidens, the Bushes. Send it to those people because they are involved in child sex trafficking. It's time to tell the truth to America. Because Almighty God's had enough. I've said to you that this was the second harvest God's going to bring people to Him. It's also been described as the Great Awakening because you're getting ready to learn that God is real. That's the second harvest. But you're going to be awakened to this fact that just as God is real, the devil is real. And the devil's children are going to be exposed. Every lie will be revealed. They're killing our children. Send them to jail. Put them in front of a firing squad. They are committing acts against humanity. The penalty for an act against humanity is death. Take them out. For every little child that has suffered and is suffering tonight, for every little child that doesn't know how to get home, for every little child that goes to bed at night after being tortured and abused and just wants to see their mom and dad and their family, you fight for those children. Don't you ever quit fighting for those little children. Because this is America. This is America. In America, we do not tolerate crimes against humanity. And if you're torturing and terrorizing a child and having sex with a child and actually murdering a child and eating parts of a child and using the body parts of that child, that is a crime against humanity, and we're not going to tolerate it. Not in America. Not in the country formed by God Almighty. And for those of you that do, watch out. Because God's judgment is coming. He's going to lift up His children. And He's going to crush those devil worshipers. So you pray for it. You go back to your homes and you pray for God to take action. You go home and you pray for those little children. Because God wants to hear you tell Him that you love those little children as much as God Almighty loves them. Love the children. Pray for the children. Listen to the Word of God. It's past time. But we're on God's time. Are we going to win it? Not right. We have already won it because God has already won. This is our country. This is our children. This is our God. And God has already won. Give Him all the praise tonight. Let me hear you praise God as loud as you can. Send it up to heaven. Send it up to heaven and tell Him how much you love Him, how much you praise Him. Let Him know because He wants you to praise Him. He loves you too. Donc le Pentagone a officiellement reconnu donc, des images d'OVNI de 2019 qu'il qualifie d'authentiques et d'officielles. Et donc on a Tucker, donc, qui est le cinéaste donc, qui évoque la vidéo confirmée donc, par le Pentagone montrant des OVNI donc, dans l'émission Tucker Tonight. Donc on va observer sa réaction. Oui, donc j'ai obtenu et publié des vidéos ainsi que des preuves photographiques d'OVNI grouillant au-dessus de nos navires de guerre. Donc les images vertes sont celles d'une vision nocturne provenant de l'USS Russell. Il n'y avait pas qu'un seul appareil en forme de pyramide, il y en avait plusieurs. Des essaims, j'ai également publié avec mon mentor en journalisme George Knapp des images provenant de l'USS Omaha.
qui ressemblent à des images de vision thermique. Il a publié 3 photos un jour avant les miennes. Nous essayons donc de les diffuser afin de continuer à alimenter le débat car c'est très important de l'avoir en ce moment. Oui, vous m'étonnez, je veux dire, ce ne sont pas des ballons météo. Ce sont clairement des appareils autonomes d'un certain type qui, comme vous le dites, se positionnent en essaim au-dessus d'un navire militaire américain. Donc il y a 2 options. Ce sont des appareils sous contrôle intelligent. Ce sont des appareils sous contrôle intelligent et ils volent en toute impunité, Tucker, dans notre espace aérien et peuvent déjouer, surpasser tout ce que nous avons à notre disposition. Leur mode de fonctionnement nous semble magique, c'est incroyable. Et aujourd'hui, nous pouvons enfin avoir une discussion rationnelle et lucide à ce sujet. Car nous ne savons pas ce qu'ils sont, nous ne connaissons pas la nature de cette technologie. Nous devons découvrir qui les utilise, mais également la nature de leurs intentions. C'est donc un moment très excitant pour en savoir plus sur les ovnis. Car aujourd'hui, nous avons atteint un énorme point de bascule en ce qui concerne la transparence et nous espérons bientôt obtenir plus de réponses. Cela a dû foutre la trouille à l'armée américaine, je veux dire, leur travail est de défendre leur pays ainsi qu'eux-mêmes et d'entendre que ces appareils ont violé leur espace aérien. Très rapidement, croyez-vous qu'ils ne savent sincèrement pas ce que sont ces choses ni d'où elles viennent ? Oh, ils ne savent vraiment pas, nous avons la meilleure armée du monde, les meilleures agences de renseignement. Ces choses sont réellement inconnues, elles ont grouillé au-dessus de nos arsenaux militaires, elles ont été vues au-dessus d'installations nucléaires. C'est documenté, nous devons découvrir qui dirige ces appareils. Bien entendu, vous l'avez bien exprimé. Voilà, donc beaucoup d'informations qui commencent à sortir au grand jour donc concernant les ovnis et surtout le Pentagone qui officialise donc ces images. Par contre, là où je suis pas d'accord avec Jérémy, c'est qu'il nous dit que l'armée américaine n'a aucune connaissance sur le sujet des ovnis. Je pense que c'est faux, étant donné tous les crashs qu'il y a pu avoir depuis maintenant plusieurs décennies. Je pense qu'ils ont déjà eu et obtenu beaucoup d'informations là-dessus. En tout cas, c'est bien parce que ça sort et ça devient un sujet non plus tabou. Et merci à Quadrillage Traduction pour cette vidéo. Et d'ailleurs, donc le chiffre du jour, aux États-Unis, une foule d'ovnis en pleine pandémie. Donc ça, c'est un article du 12 avril 2021 du Courrier International. Et donc, de plus en plus d'Américains signalent la présence d'objets volants non identifiés. En 2020, plus de 7200 ovnis ont été observés aux États-Unis, un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes. Et donc ce chiffre est en augmentation de plus de 1000 occurrences par rapport aux années précédentes selon le New York Times. Rien qu'à New York, le nombre d'objets volants non identifiés a doublé. Mais d'après les spécialistes, cette tendance n'est pas forcément liée à une invasion extraterrestre. Bon alors ce qui est marrant, c'est qu'on a ces objets qui volent dans notre ciel depuis maintenant plusieurs décennies, mais on les voit toujours comme étant donc une invasion extraterrestre, comme s'ils étaient toujours négatifs. On peut pas imaginer que ça soit aussi des curieux ou bien des personnes qui viennent juste observer ce qui se passe. Non, il faut toujours que ça soit perçu comme négatif avec une invasion extraterrestre possible. Et d'ailleurs, il nous rappelle, il faut penser à un autre envahisseur, le coronavirus. Et donc on nous dit que depuis le début de la pandémie de Covid-19, les Américains ont plus de temps pour regarder les astres. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard, souligne le journal, si presque un quart des observations d'OVNI a eu lieu en mars et avril 2020, à un moment où les mesures de confinement étaient les plus strictes dans le pays. À cette occasion, les citadins partis s'isoler à la campagne ont notamment pu profiter des nuits étoilées, moins marquées par la pollution lumineuse. Et donc le New York Times rappelle qu'en avril de la même année, le Pentagone a déclassifié 3 vidéos d'un ovni, filmées au large de la côte californienne, par la marine américaine. Ces images avaient d'abord fuité sur Internet, ravivant l'intérêt du grand public. Un rapport sur les ovnis doit d'ailleurs voir le jour sous l'impulsion de l'ancien président Donald Trump. Sa note sera ensuite rendue public par les autorités américaines. Donc on voit qu'il y a encore des choses qui sont en cours. Dans les pages du quotidien new-yorkais, plusieurs passionnés se réjouissent de ce regain d'intérêt. Ils y voient le signe que leurs observations seront désormais prises au sérieux. Voilà, donc ce qui est assez fou, c'est qu'on se rend compte qu'on a eu un regain en termes de visionnage donc d'ovnis dans le ciel. Et en fait, c'est à mettre en lien avec donc le confinement aux États-Unis. Donc on nous explique, alors à voir si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça voudrait nous dire que en fait, si on n'était pas préoccupé par notre vie quotidienne, on pourrait en observer beaucoup plus. Et donc ça en dit long sur le phénomène actuel. Alors on a Trump qui nous dit « Je m'entendais très bien avec lui », donc Trump évoque sa relation avec Poutine et critique Biden, effectivement. Donc l'ex-président américain a critiqué la diplomatie de son successeur, pointant notamment le risque selon lui de pousser la Chine et la Russie à s'allier et à se renforcer mutuellement. Et donc il nous dit « Je me suis très bien entendu avec Vladimir Poutine, je l'aimais bien, il m'aimait bien, et il n'y a rien de mal à cela ». He writes me letters, I like him, he likes me. There's nothing wrong with that. I got along great with President Putin. I liked him, he liked me.
Et oui, ils s'entendaient bien tout simplement parce qu'ils avaient les mêmes objectifs et ils avaient également le même ennemi, l'État profond. Et donc on comprend pourquoi cette relation était si importante entre Poutine et Trump. Alors sinon on a Poutine qui empêche tous les navires de guerre étrangers donc d'atteindre l'Ukraine après le demi-tour de Biden en mer Noire. La Russie ferme le détroit de Kerch après que Joe a envoyé donc 2 cuirassés de la marine, mais les a ensuite annulés. Donc on a eu pas mal d'exercices militaires, que ce soit côté américain ou côté russe, mais là ça a l'air de se calmer un petit peu. Les deux côtés qui tendent un petit peu à l'apaisement en ce moment, je dis bien. Mais bon, on sait que ça pourrait repartir un petit peu à la hausse en termes de tension. On continue donc d'observer ce qui se passe, donc surtout dans cette zone, donc entre la Crimée et la Russie, et donc cette zone-là à Kerch. Alors grosse information, on a Mike Lindell qui poursuit Dominion pour 1,6 milliard de dollars, donc article du 19 avril 2021. Et donc Lindell a fait cette annonce lors du lancement officiel de sa nouvelle plateforme de médias sociaux, Frank Speech. Donc on va en reparler encore. Donc il a lancé cette nouvelle plateforme de médias alternatifs, on va dire, où on pourrait s'exprimer. En tout cas, ça a eu un gros effet aux États-Unis. Ça a été suivi, donc il y a eu un live qui a été suivi par des millions de personnes. Ça a eu vraiment un gros regain d'informations. On a aussi Michael Flynn qui a participé, donc c'est pour vous dire un petit peu l'importance de ce rassemblement. Et donc Dominion a intenté une action en justice contre Lindell pour 1,3 milliard de dollars en février, alléguant la diffamation de Lindell, accusant la société de vote de fraude électorale. Lindell avait précédemment annoncé sur le podcast qu'il avait prévu de riposter légalement contre Dominion pour sa violation des droits du premier amendement des Américains. Lindell a également annoncé que l'avocat Alan Dershowitz rejoignait son équipe juridique. Dershowitz a décrit l'affaire comme étant potentiellement l'un des plus grands cas de liberté d'expression et du premier amendement. Donc on voit que la fraude électorale, elle n'est pas terminée, on l'a encore vu lors de la dernière revue de la semaine où on a mis quelques articles qui parlaient donc de fraude électorale. C'est pas encore terminé, il y a encore des poursuites en cours et on espère que ça va donner quelque chose. Et donc ici on a le tweet donc avec frankspeech.com, vous pouvez aller sur frankspeech.com, donc le nouveau réseau social qui a été lancé donc par Mike Lindell, qui est en fait un mélange de YouTube et de Twitter. Et au moment de son lancement, il a eu une grosse attaque donc sur frankspeech.com, grosse attaque donc qui a un peu perturbé donc le lancement officiel. Donc on voit que ça pose problème à certaines personnes d'avoir une plateforme où on pourrait tous s'exprimer librement. Ça doit embêter certains réseaux sociaux. Alors l'avocat de Hillary, Mark Elias, s'inscrit dans un audit donc du Sénat de l'Arizona du comté de Maricopa et qui utilise son réseau massif pour élargir son attaque. Donc que cache-t-il? Donc ça c'est un article du 15 avril. Et on nous dit que la machine démocrate nationale est en panique totale donc face au prochain audit du scrutin du comté de Maricopa du Sénat de l'Arizona. La semaine dernière, les démocrates ont envoyé son fixateur national, la société de l'avocat Mark Elias, pour lancer des menaces et faire disparaître l'audit. Aujourd'hui, Elias s'est adressé aux médias dans ses efforts pour dénigrer l'audit. Les enjeux sont astronomiques pour les démocrates. Après tout, le vol des élections du 3 novembre 2020 leur a valu la présidence et le Congrès. Donc les swing states, donc les États qui rapportent le plus de grands électeurs, donc durant l'élection de 2020, c'est là où il y a eu donc les vols, et ils sont donc essentiels pour découvrir la vérité et prouver la fraude électorale. Et donc l'Arizona est un de ces États, et vous imaginez bien que si on trouve en Arizona une fraude massive, donc dans un des États les plus importants qui donne le plus de grands électeurs, et qui est le plus important pour devenir président, ça va faire boule de neige avec les autres États, les autres swing states. Et on nous dit clairement depuis le début, Elias et les démocrates et leurs amis essayent désespérément de cacher quelque chose, de cacher quoi? La fraude dans ces États du swing states. Et oui, en effet, le Sénat de l'Arizona va lancer un audit majeur portant donc sur 2,1 millions de bulletins de vote pour l'élection présidentielle de 2020. Ça, c'est un article du 20 avril de The Epoch Times. Le Sénat de l'Arizona, qui est contrôlé par les républicains, est prêt à commencer un audit majeur de 2,1 millions de bulletins de vote pour l'élection présidentielle de 2020. Le recomptage sera cette fois-ci fait à la main. Donc encore une fois, les élections de 2020 ce n'est pas terminé, il y a encore beaucoup de choses qui sont en cours, et là on attend beaucoup de cette décision qui va arriver au Sénat en Arizona, puisque si on trouve de la fraude à cet endroit-là, ça va être le début des révélations en fait concernant la fraude aux États-Unis. Et donc je vous mets la vidéo qui va avec. 2.1 million ballots in the space of 40 days, and every single one of them by hand. So this is a hand forensic audit, correct? That is correct. Hand inspection and retabulation of votes. Okay, we're going to take a short commercial break. Alors sinon, on a l'État de Washington, donc d'ici, donc la Chambre votera sur l'admission de la capitale nationale en tant qu'État. En effet, la Chambre votera sur un projet de loi pour admettre Washington DC comme 51e État, plus tard ce mois-ci, a déclaré mardi le chef de la majorité, Steny Hoyer.
Et donc on peut se demander pourquoi est-ce que les démocrates voudraient très vite comme ça mettre un nouvel État, intégrer Washington donc dans un nouvel État. Mais la plupart des républicains du Congrès s'opposent à l'admission du district en tant qu'État. Le quartier est fortement démocrate, avec une population diversifiée composée de 46% de Noirs. Les républicains croient qu'admettre Washington donnerait automatiquement aux démocrates 2 nouveaux sénateurs et inclinerait davantage l'équilibre du Sénat vers les démocrates. Certains militants, prônant la création d'un État de Washington, ont appelé le Sénat à éliminer l'obstruction systématique, ce qui permettrait à la législation d'être adoptée à la majorité simple. Mais au moins 2 démocrates ont déclaré qu'ils étaient contre la fin de la tradition du Sénat. Donc là, on se rend compte que c'est une manœuvre politique pour gagner davantage de sénateurs et donc de mettre un peu plus de poids dans le camp des démocrates au niveau du Sénat. Après, il y avait beaucoup de rumeurs concernant Washington, l'État de Washington, donc tout ça pourrait être mis en lien aussi, mais bon, on va pas s'aventurer là-dedans. Et on termine avec des bonnes nouvelles, donc nouvel ordre exécutif pour bannir le passeport vaccinal, cette fois-ci au Dakota du Sud. Le plan des mondialistes s'effondre. Donc vraiment bravo à ces gouverneurs-là qui s'opposent donc au passeport vaccinal et qui défendent tout simplement les libertés de leur peuple. Et c'est pas tout, parce qu'il y a aussi l'Arizona. L'Arizona qui interdit les passeports de vaccination et met fin à l'obligation de porter des masques dans les écoles, provoquant des réactions négatives. Le gouvernement républicain a signé un décret interdisant d'exiger le statut vaccinal. Voilà, merci à Akina et le Front médiatique pour cette information. Et pour finir, on finit avec Donald Trump et avec un clin d'œil par rapport à Q qui a eu lieu récemment. Donc vous savez que le dernier post de Q remonte au 8 décembre 2020, sur Q Alert, il n'en a pas mis des nouveaux. Et donc vous avez le dernier post, c'est un lien donc qui mène vers une musique donc qui n'est plus disponible malheureusement. We're Not Gonna Take It, donc c'est une musique américaine. Et donc il y a quelques jours, il y a le chanteur donc officiel de We Are Not Gonna Take It qui est venu à Mar-a-Lago et faire une soirée avec Donald Trump et sa famille. Et donc ils ont chanté cette musique alors qu'on sait que c'est la dernière musique, le dernier lien qu'a mis Q, c'était ça. Donc un gros clin d'œil à Q qui nous amène à penser que les patriotes sont bien en contrôle. En plus, en ce moment, on a beaucoup d'informations, que ce soit les oppositions contre le passeport vaccinal, les votes électroniques avec Dominion, les poursuites concernant donc la fraude aux États-Unis et puis le recomptage des voix. Tout ça nous amène à ce que les patriotes sont vraiment en contrôle et sont derrière ce narratif qui est en train de pousser. Allez, on finit avec ça et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle revue de la semaine. Merci à tous pour votre suivi quotidien. À bientôt. 1, 2